Je laisse les dernières personnes s'installer. Je vous souhaite d'ores et déjà à toutes et à tous la bienvenue en ce conseil de quartier, bienvenue aux conseillers de quartier, bienvenue à vous, chers concitoyens, bienvenue à monsieur le maire, à Jacques-Henri Semel, son adjoint. Donc on va commencer tout de suite cette ultime séance de notre mandature, si je peux m'exprimer ainsi. Bien que ce ne soit pas une mandature, être conseiller de quartier, c'est quand même une aventure qui aura duré 3 ans. Donc c'est la dernière c'est la dernière pour nous. Enfin, sauf si nous sommes de nouveau tirés au sort, ou ceux qui le veulent sont tirés au sort, c'est bien sûr. Donc avant de commencer, je rappelle que la réunion est filmée. Elle est retransmise sur le site de la mairie du 15e le lendemain, c'est-à-dire demain. Donc sans plus attendre, je vais vous exposer l'ordre du jour d'aujourd'hui. Il se compose de 2 points. Le premier, ce sont les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Quelle perspective pour notre quartier duplex La Motte-Piquet? Deuxième point, des intervenants parleront de projets d'école et de résidence étudiante au 13 rue de Lourmel. Donc, on va commencer le premier point avec une brève introduction, une introduction de monsieur l'adjoint, Jacques-Henri Semel. Nous aurons des intervenants sur 3 points. Le premier point sur la transformation du bâtiment Émile-Antoine, tout ça dans le cadre évidemment des Jeux Olympiques, ex-CIDJ. Donc nous aurons Madame Lise Cagelot, directrice de projet de Paris Seine, et sous réserve, je ne sais pas, c'est marqué sous réserve, mais je ne sais pas si la dame est là. Bienvenue, bonsoir. Une intervention de Madame Alice Seban, chargée d'opération Paris Seine. Ensuite, sur son occupation temporaire comme maison de l'Olympisme, autrement appelé le Spot 24, nous aurons Madame Corinne Ménégo, directrice générale de l'Office du tourisme de Paris, et Madame Sophie Lacressonnière, directrice de mission JOP 24. Sur le troisième point de ce premier thème, sur les Jeux olympiques et paralympiques dans le 15e, nous aurons une intervention de Monsieur Valentin Roufiac, conseiller d'arrondissement, délégué au sport et aux Jeux olympiques et paralympiques. Le deuxième sujet, évidemment, sur le projet d'école et de résidence étudiant rue de Lourmel. Nous aurons M. Jean Bocabeille, associé co-gérant de Nexity, et M. Vincent Chevalier, chef de projet de Nexity. Voilà, je vous ai fait un bref exposé de ce qui nous attend. Maintenant, sans plus attendre, Monsieur le adjoint, vous voulez parler? 1 minute. Est-ce que ce serait possible de faire passer le deuxième point en premier, parce que nous sommes motivés beaucoup dans cette salle pour le deuxième point qui devrait être abordé sur le projet. Écoutez, je pense que vous êtes tous motivés pour attendre que nous ayons terminé. Je ne crois pas. Mais... Sur le point des Jeux Olympiques, et nos intervenants sont sûrement, timés sur leur intervention. Et je pense que les faire passer en deuxième point alors que ce n'était pas prévu, ce ne serait pas très poli de notre part. Donc, on va se conformer au programme tel qu'il est établi. Ce sera bien pour tout le monde, je pense. Oui, bonsoir à tous. Effectivement, le premier sujet sur les Jeux Olympiques, c'est un suivi par rapport à des présentations qui avaient été faites précédemment. Il y a déjà 1 an et demi, on s'était intéressé au sort du CIDJ, donc, que vous connaissez, le bâtiment situé sur le quai Jacques Chirac. Et voilà, aujourd'hui, on va avoir une présentation des travaux qui sont en cours et de l'utilisation de ce bâtiment dans le cadre, avant les Jeux Olympiques et pendant les Jeux Olympiques. Et ensuite, notre collègue Valentin Roufiac présentera de manière plus large, effectivement, ce qui se passera au moment des Jeux Olympiques, parce que nous savons aujourd'hui, en tout cas, dans le 15e et aussi dans les zones limitrophes du 7e sur le Champ de Mars, puisque ça nous concerne directement. Donc nous passons la parole tout de suite à Madame Cagelot et Madame Seban pour justement le bâtiment Émile-Antoine, c'est-à-dire l'ancien CIDJ.
Merci. Bonjour à tous. Merci de nous avoir invités à présenter les avancées du chantier Émile Antoine. C'est donc le réaménagement du CIDJ qui englobe plusieurs opérateurs et plusieurs programmes. Et nous sommes en charge des emprises de Paris Seine qui couvrent les programmes de vestiaires pour tout l'aspect sportif et les vestiaires de l'A7. Notre projet n'est pas directement lié au JO, mais il constitue un préalable aux interventions de l'Office du tourisme pour les Jeux Olympiques. Donc le site, vous le connaissez bien, il est bordé par le quai Jacques Chirac et la rue Jean Ray, et puis il est directement attenant aux équipements sportifs et notamment au stade. Notre emprise figure en orange sur ce plan. C'est un petit morceau de l'ancien CIDJ. Et notre chantier a été phasé en deux temps. Le premier temps a consisté à dépolluer et désamianter l'ouvrage existant. Il y avait de l'amiante résiduelle qui restait, il fallait vraiment la dépolluer. Et le deuxième temps est donc consacré aux travaux, ce qu'on dirait généraux, adaptation de l'existant, grosses œuvres. On a également travaillé beaucoup sur l'accessibilité des locaux et les évacuations incendie. Et il y aura également des travaux d'aménagement pour les vestiaires sportifs. Les vestiaires pour le personnel de la Tour Eiffel en bas ne sont pas aménagés in fine par nous. On livre des coques vides. Notre planning pour l'instant a été tenu. Nous avons terminé les travaux de désamiantage et de curage au début de cette année et nous avons réalisé les principaux travaux de grosses œuvres qui consistaient pour les plus importants à ouvrir des trémies pour des escaliers ou pour un ascenseur, et ça nous avons terminé au cours du mois de mai. Là nous attaquons en fait les corps d'état techniques, on tire des câbles d'électricité, on tire la plomberie, on en est là actuellement. Nous devons terminer ces travaux-là fin du mois de septembre. Donc, pour vous faire un bref rappel des programmes qui vont être accueillis dans notre emprise, nous avons tous les vestiaires sportifs qui sont côté stade, et on pourra accéder directement aux vestiaires et au clubhouse du côté du stade. Et les vestiaires du personnel de la Tour Eiffel bénéficient d'une entrée qui est beaucoup plus dédiée, donc normalement, les flux ne vont pas se mélanger. Ces vestiaires pour la Tour Eiffel, ils sont accueillis au R-1, et on a aménagé également des locaux d'exploitation pour les véhicules et petits engins de la DPE qui avaient besoin de postes de recharge et qui sont dans cette zone en grise qui est indiquée au R-1. On vous a placé également les étages supérieurs parce que c'est quand même un bâtiment qui est très complexe à percevoir depuis la rue. Il est complexe en plan. Normalement, tout le R+1 sera dédié aux équipements sportifs d'un autre opérateur qui vous présentera son projet après, ainsi que le dernier étage, celui qui est en terrasse à la fin. On vous a pris également quelques petites photos du chantier pour vous montrer les étapes, dans l'objectif que ce soit plus concret. Ce qu'on appelle les travaux de curage, en fait, c'est la dépose complète de tous les éléments, hors les éléments structurels qu'on voit à gauche. Donc ça, c'est un curage qu'on appelle parfait. Il ne reste plus rien. Tout est sain et immobilier, on va dire. Ensuite, on a créé des escaliers et des circulations à l'intérieur. Et la photo que vous voyez à droite va accueillir un nouvel escalier qui va permettre une évacuation plus facilitée des agents administratifs qui utilisent la cantine.
On a remplacé aussi toutes les menuiseries à nos étages. C'était des menuiseries qui avaient un caractère patrimonial très important. Elles avaient été dessinées par l'architecte. Malheureusement, tous les joints à l'intérieur étaient amiantés, donc nous avons été contraints de les déposer, mais on les a quand même remplacés par des menuiseries beaucoup plus modernes et performantes d'un point de vue thermique. Et ça, c'est les travaux de la petite cour et du futur accès depuis le stade. Bon, il faut quand même encore un peu se projeter. Et les sanitaires qu'on a terminés depuis la photo et qui seront mis à disposition de l'autre opérateur, je crois, la semaine prochaine. Voilà. Et donc j'ai terminé, donc j'espère être allée assez vite. Alors je vais enchaîner. Par contre, ouais, je veux bien. Je ne sais pas si c'est assez grand, sinon je me lève. C'est toi qui vas. Donc bonjour à tous. En fait, c'est effectivement l'Office du tourisme Paris Je t'aime qui va s'installer dans ce bâtiment. Donc nous sommes ravis de venir vous rejoindre dans ce lieu qui a toute une histoire qui est en plus qu'intéressante. On sera effectivement au cœur de l'écosystème du dispositif des Jeux Olympiques et Paralympiques, mais je pense que vous en parlerez effectivement un peu plus tout à l'heure. Paris Je t'aime, l'Office du tourisme, c'est une association à but non lucratif qui fédère l'ensemble des acteurs du tourisme parisien. Donc on a 1600 adhérents qui sont à la fois des hôtels, des guides indépendants, des petits commerces, des restaurateurs, des gens les gros monuments que vous connaissez puisque vous en avez quelques-uns à proximité dans le tourisme, mais également des plus petits musées et un certain nombre également d'artisans et de savoir-faire locaux, puisque nous avons à peu près 500 artisans et savoir-faire locaux qui nous rejoignent et nous travaillons déjà en forte collaboration avec l'ensemble des mairies d'arrondissement, dont la mairie du 15e, pour monter un certain nombre d'opérations. L'idée sur ce Paris Je t'aime, Office de tourisme, et sur effectivement ce qu'on veut faire, et ce bâtiment Spot 24, du coup on va l'appeler comme ça, contribuera évidemment, c'est de porter une nouvelle image aussi de Paris, plus proche effectivement de ses habitants, plus proche des quartiers, plus local. Donc c'est un vrai enjeu effectivement pour nous tous, et on souhaite qu'il y ait le plus en tout cas de mélange possible entre nos résidents et les visiteurs qui viennent, de manière à pouvoir leur montrer aussi l'expérience assez magnifique d'être à Paris et de pouvoir visiter cette belle ville à vos côtés. Spot 24 ça sera donc un lieu qui fait environ 1000 m² sur la partie du rez-de-chaussée que nous occuperons, avec plusieurs choses à l'intérieur. Donc ça ouvrira à partir de la rentrée, entre septembre et octobre, en fonction des dates de travaux. Nous sommes encore dans des plannings qui restent un tout petit peu fluctuants pour le moment, mais qui vont s'arranger assez rapidement, jusqu'à fin décembre 2024, donc qui couvrira la période des Jeux Olympiques et Paralympiques. Nous serons ouverts 7 jours sur 7, sur des horaires normaux d'ouverture, et nous attendons un certain nombre de visiteurs, comme vous le voyez là, sur une partie exposition, et je vais y revenir dans une minute. Évidemment, ce lieu et tout ce qu'on va y faire est aujourd'hui en plein lien avec non seulement évidemment la mairie du 15e, mais également la mairie de Paris, un certain nombre également de liens institutionnels avec d'autres entités qui sont importantes aussi, dont notamment le musée olympique de Lausanne et le CIO, que vous connaissez sans doute, qui organise les Jeux olympiques et paralympiques et qui sera un de nos partenaires sur cette exposition olympique que nous allons présenter. Sur les sujets que nous allons porter sur ce lieu, j'y reviendrai juste après, mais quand même, sachez-le, ça sera notre lieu d'accueil touristique, puisque nous déménageons, nous sommes aujourd'hui à Hôtel de Ville, et nous allons déménager nos équipes d'accueil sur ce lieu, Spot 24, à partir de la rentrée. Donc, information touristique, billetterie touristique et accueil de nos visiteurs. Nous sommes sur le trajet, évidemment, de la Tour Eiffel, donc ça permettra de donner une information absolument adéquate à ces visiteurs qui sont déjà là et qui passent devant. Un café-restaurant, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, qui sera ouvert sur des horaires aussi normaux et qui permettra de présenter l'ensemble, notamment des produits en circuit court qui sont sur le territoire de l'Île-de-France et notamment à Paris, avec effectivement du produit local et des spécialités parisiennes, donc très axé notamment sur la boulangerie, pâtisserie et ce genre de choses. Et puis une exposition sur un espace d'à peu près 1000 m² qui sera une exposition sur les nouvelles disciplines olympiques. Donc elles sont au nombre de 6 aujourd'hui. Je vais essayer de les dire dans le bon ordre à peu près
sans me tromper, mais le basket 3-3, le surf, l'escalade urbaine, le BMX, le breaking, et il m'en manque un, le skateboard, qui sont des nouvelles disciplines, vous le savez ou pas peut-être, mais le breaking fait son entrée aux Jeux Olympiques à Paris en 2024, et donc il nous semblait intéressant de pouvoir porter un regard aussi sur ces nouvelles disciplines et ces nouveaux champions, et de faire notamment un petit clin d'œil à cette nouvelle dynamique et aux infrastructures sportives qu'on peut avoir sur l'ensemble du territoire et qui intéressent d'autant plus nos jeunes aujourd'hui et qui nous permettront effectivement de les accueillir sur ce site. Donc cette exposition fera la part belle à ces disciplines avec un mélange à la fois d'objets olympiques, de culture urbaine, de création artistique qui seront complètement faites sur mesure et de manière exclusive sur le lieu et de manière à illustrer aussi ces sports. Je crois que vous aviez une question. Oui, madame, merci de cette présentation. Mais vous avez donné 200 000 visiteurs par quoi? Sur 1 an et demi. Par 200 000 visiteurs pour 1 an et demi. C'est notre objectif. Donc ça fait entre 300 et 400 visiteurs par jour. D'accord. À peu près. Avec Merci. des créneaux horaires et organisés, bien évidemment. Du coup, juste pour finir peut-être sur le projet, et bien sûr après à disposition pour toutes les questions, vous le voyez là, mais en fait l'idée c'est de faire tout un aménagement également extérieur, artistique, qui permettra d'être dans une démarche d'attractivité aussi de ce lieu, avec notamment un artiste qui a été choisi en collaboration avec effectivement votre maire et la maire de Paris, qui sera une artiste contemporaine, une jeune artiste qui viendra du coup faire un geste artistique sur le sol devant le bâtiment et également sur la façade que nous allons réhabiller pour l'occasion. Vous le voyez effectivement juste en dessous. On va empacter la façade puisqu'elle est classée, donc on ne va surtout pas l'abîmer, mais on fera effectivement un geste artistique pendant toute cette période de manière temporaire. Et à l'intérieur, vous aurez tout un parcours d'exposition qui permettra de montrer, comme je le disais, des objets olympiques, du musée olympique, mais également des créations artistiques autour de cette culture urbaine qui fait le lien, je dirais, entre toutes ces disciplines et qui permettra d'attirer notamment des publics un peu différents, qu'ils soient résidents, habitants, franciliens ou bien évidemment étrangers qui viennent également visiter notre capitale. Vous voyez quelques images là. On sera le directeur artistique est François Gautret, qui a fait l'exposition Hip Hop 360 à la Philharmonie, si vous l'avez peut-être visité. Donc, qui sera effectivement dans cette logique-là. Et on aura tout autour de ça aussi une programmation événementielle assez riche. Alors, événementielle sans inquiétude, hein, c'est de l'exposition temporaire dans l'enceinte effectivement du bâtiment, et on changera tous les 3-4 mois sur les sujets qu'on va porter. Donc, vous le voyez, aujourd'hui, on commencera avec Quai 54, qui est un événement que vous accueillez déjà sur le stade, juste derrière à partir du mois de juin, et nous enchaînerons en septembre avec leur anniversaire de 20 ans et une exposition effectivement sur tout cet événement et ce qu'il a apporté aussi au territoire, aux gens qui pratiquent le basket, etc., et qui seront visibles à partir de la rentrée. Et le café que vous voyez là, qui bénéficiera d'une jolie terrasse devant, puisque nous allons en profiter pour réarborer toute la partie extérieure, qu'elle soit sur le parvis ou sur le côté du quai, de manière à ce que ce soit aussi plus joli et verdoyant dans la nature, donc avec une terrasse extérieure et un café qui sera ouvert également dans ce lieu et qui bien sûr est ouvert à tous en dehors de la partie exposition et accueil touristique. Et je crois que c'est tout, à peu près. Dernier point, en plus effectivement des horaires dont je vous ai parlé, peut-être passer directement sur la slide d'après. Ce qui nous importe aujourd'hui, je pense que les sujets sur lesquels on pourra encore travailler, bien évidemment, puisqu'on n'est pas encore ouvert, c'est notamment tout le soutien à la jeunesse et aux scolaires, puisque évidemment la visite pour les jeunes et pour les scolaires sera gratuite sur la partie exposition, donc on sera ravis de les accueillir, voire même d'essayer de faire des prestations d'essais, en tout cas de disciplines sportives, qu'on essaiera d'accompagner le mieux possible, si possible avec des champions quand on en aura évidemment, donc avec des projets pédagogiques. Également, l'idée c'est de faire un lien, comme je le disais tout à l'heure, avec les infrastructures sportives de l'arrondissement, mais pas que, sur l'ensemble effectivement du territoire, donc une cartographie peut-être des terrains de basket, des skateparks qui sont disponibles notamment pour les jeunes et pour de la pratique libre notamment. On mettra à l'honneur, comme je le disais, les commerçants. On travaille sur du coup les produits, comme je le disais, sur le café. Mais sachez aussi que nous avons un festival qui est Paris Local, que vous avez peut-être vu, qui a lieu tous les ans depuis maintenant 2 ans. Ce sera la 3e édition en novembre et qui fait la part belle notamment aux artisans de chaque arrondissement sur le territoire parisien. L'idée, c'est aussi de les mettre à l'honneur peut-être sur ce lieu en les accueillant, en leur offrant une possibilité de pouvoir présenter leurs produits aussi de temps en temps lors d'opérations
événementiel à monter. Et bien évidemment, on travaillera ensemble, donc ça fait partie des sujets qu'on portera avec votre mairie pour savoir comment vous impliquer au mieux, en tout cas faire et un programme d'invitation pour les résidents du 15e, également peut-être une prévisite en amont, ou en tout cas voir comment on peut vous intégrer bien évidemment aux animations qu'on pourrait faire sur le site et qui pourraient être intéressantes pour tout le monde, et notamment pour vous en tant qu'habitant de l'arrondissement en question. Voilà. J'essaie de faire court parce que j'ai bien vu que... Merci madame. Est-ce qu'il y a-t-il des questions à ce stade? Oui, 3 questions. La première, combien de salariés avez-vous à avoir sur le site? Une dizaine à peu près. Ah, pas plus? Non, pas plus. Le budget de fonctionnement annuel? Alors je vous donnerai, mais en exploitation, en charge d'exploitation, c'est à peu près 500 000 euros. D'accord. Et subventionné? Absolument pas. Totalement porté par l'Office du tourisme à ses risques et périls. D'accord, merci. Oui, Une autre question. Ah, pardon. Excusez-moi, monsieur le maire. Juste une question rapide. Et après les Jeux Olympiques, ce bâtiment devient quoi? Alors, pour l'instant, ça n'est pas encore complètement défini, mais il doit subir une phase de rénovation, parce que comme mes camarades de Paris Seine en parlaient tout à l'heure, c'est un bâtiment qui a besoin quand même de subir des gros travaux, effectivement, de réhabilitation totale. Donc, il est prévu une phase de travaux à partir de fin 2024, donc probablement pendant 1 an ou 1 an et demi, le temps que ça dure, pour une destination qui doit être décidée dans les mois qui viennent, j'imagine, pour qu'on puisse lancer effectivement les travaux. Non, je voudrais juste faire 1 ou 2 observations. Pour ma part, je crois que ce centre Spot 24 va être un plus non négligeable pour ce secteur et pour l'animation des Jeux Olympiques et l'animation touristique, et va vraiment enrichir l'offre pour un quartier qui en manque d'ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'ensuite, il faudra vraiment que nous puissions avoir aussi quelque chose qui puisse être utile pour les Parisiens, pour les touristes, puisque c'est un site extrêmement touristique. Vous savez que le tiers des touristes de la Tour Eiffel arrivent par la station Bir Hakeim, mais aussi, bien sûr, pour les habitants du 15e. C'est la raison pour laquelle, moi, je plaide pour un centre d'animation jeunesse dont nous manquons cruellement dans le secteur, afin qu'à la fois les jeunes de cette partie du 15e et du 7e, qui ont assez peu d'équipements non sportifs pour eux, puissent, avec aussi d'ailleurs les touristes, les jeunes touristes qui viennent, puissent faire un certain nombre d'activités. Donc, enfin voilà, ça c'est la programmation que nous essayons de proposer. En revanche, je suis moins convaincu par le projet de la SEM Paris Seine, dans la mesure où si c'est simplement pour que l'essentiel du bâtiment serve de vestiaire pour des prestataires, parce que ce n'est même pas les personnels de la SET, quelques-uns, pour des prestataires de la Tour Eiffel, je pense qu'il y a de meilleures utilisations. Je ne souhaiterais pas non plus que, parce que je pense qu'il y a une petite menace, un petit risque, que l'abandon du projet One, dont vous avez tous entendu parler ici, puisque nous avons eu sous l'autorité de l'adjoint et du président de multiples réunions, auxquelles d'ailleurs la ville a souvent refusé de participer et n'a pas souhaité présenter les projets. Ce projet de One était abandonné parce qu'il amenait à couper et abattre un certain nombre d'arbres. Vous en souvenez certainement sur le Champ de Mars, et c'est une bonne chose. Le Champ de Mars est déjà suffisamment dévasté par les activités culturelles, économiques, commerciales. Moi, je le dis habituellement, c'est plus le Champ de Mars, c'est un champ de foire, un champ de ruines. Là, en ce moment, un champ de course, mais en aucune manière un Champ de Mars voué à la promenade simplement des Parisiens. Donc, en tout cas, ce projet de loi est abandonné, c'est une bonne chose. Le projet, enfin, la Paris Seine nous proposera un autre projet, mais je ne souhaiterais pas que une partie du CDJ serve en quelque sorte, je ne vais pas dire de poubelle, parce que le mot est un peu fort et caricatural, mais enfin de servitude pour tout ce qui a été abandonné dans le projet One sur le Champ de Mars. Voilà, alors je dis clairement, nous nous y opposerons totalement, comme nous nous sommes opposés d'ailleurs au projet One pour un certain nombre de raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas. Ce n'est pas le sujet du jour, mais enfin, nous sommes très vigilants sur cette partie de l'aménagement du CDJ. Y a-t-il des questions dans la salle? À défaut, nous poursuivons. Ah si? Ah, j'ai pas vu le... Oui, absolument. Alors,
je comprends qu'il soit... Enfin, on a essayé de le maintenir sur place, parce que c'est vrai qu'il y avait des relations aussi très fortes avec le 15e. Enfin, c'est un centre qui travaille pour l'ensemble du territoire, hein, du pays. Il a été réimplanté dans une des mairies d'arrondissement du centre de Paris qui a été désaffectée, puisque vous savez que les 4 premiers arrondissements ont été fusionnés en un nouvel arrondissement qui s'appelle Paris-Centre. Et donc, il a fallu affecter 3 des mairies sur 4 à d'autres activités. Et donc, il y a une mairie qui a été affectée aux activités jeunesse, celle du premier arrondissement, me dit-on, qui est une mairie plutôt vouée aux activités jeunesse, dont le CIDJ qui s'est implanté là. Hein ? Ce centre-là était un centre d'orientation scolaire, y compris. C'est-à-dire qu'il y avait les jeunes qui voulaient chercher une orientation scolaire, qui se rendaient là. C'était un centre très important. Oui. Et je me rappelle que quand il a été fermé, monsieur le maire, nous avons les uns et les autres tenté d'obtenir de la SEM Paris-Seine à l'époque de trouver des locaux sur la dalle pour conserver le CIDJ dans l'arrondissement et précisément sur la dalle de Beaugrenelle. La ville a fait un autre choix, donc c'est la mairie du premier qui est maintenant une mairie affectée aux activités jeunesse. Bien. Poursuivons. Donc, deuxième intervention. Bon, écoutez, Valentin Roufiac, allez-y. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc, concernant le deuxième point, qui sont l'organisation des Jeux Olympiques à proprement parler sur le Champ de Mars, je vais d'abord vous dresser un petit panorama de ce qui se passera pendant l'organisation la tenue des Jeux Olympiques. Il y aura 2 sites qui auront lieu, qui tiendront place sur le Champ de Mars. Le premier site, c'est l'Arena Champ de Mars, qui est en fait l'actuel Grand Palais éphémère, qui abritera comme épreuve le judo, la lutte libre, la lutte gréco-romaine sur la partie olympique, et sur la partie paralympique, le parajudo et le rugby fauteuil. Et le deuxième site qui prendra place sur le Champ de Mars, c'est en fait le stade Tour Eiffel, qui sera derrière en fait le Grand Palais éphémère, le stade Tour Eiffel qui abritera le beach volley sur la partie olympique et le cécifoot sur la partie paralympique. Le cécifoot qui est une épreuve de foot pour les malvoyants. Voilà. Concernant les dates d'installation de mise en place pour ces épreuves, les informations dont on a pu disposer, c'est que l'installation sur la partie Arena commencera à partir du 19 avril pour la première zone et s'étendra jusqu'au 30 avril et enfin le 3 juin 2024. Donc ça, c'est pour la partie Arena Champ de Mars. Et pour la partie Stade Tour Eiffel, les premières installations commenceront le 1er mars sur la zone la plus proche, là où vraiment se tiendront les épreuves. Et ensuite le 29 avril, puis l'extension le 3 juin 2024. Les épreuves, pour refaire un panorama global, parce qu'en fait on a pour l'instant aujourd'hui on n'a pas les dates précises de la tenue de ces épreuves. On sait qu'elles auront lieu pour la partie olympique entre le 26 juillet et le 11 août. Et sur la partie paralympique, il y aura 15 jours de break et ça reprendra le 28 août jusqu'au 8 septembre. Petit point concernant l'avenir du Grand Palais éphémère, il est prévu que le Grand Palais éphémère soit désinstallé après les Jeux Olympiques. Ça, c'est les informations dont on a pu disposer. Normalement, il faudra... voilà, ça ne se désinstallera pas en une heure, mais... Juste un mot, je confirme qu'il sera effectivement désinstallé. En tout cas, c'est la volonté du Grand Palais qui regagnera ses pénates, si je peux dire, d'origine. Maintenant, il est vrai que JL Events, qui est le concessionnaire en quelque sorte de ce palais éphémère, cherche à le maintenir. Mais en tout cas, pour ce qui concerne la mairie du 7e, la mairie du 15e, j'espère la mairie de Paris, tous souhaitent que ce bâtiment disparaisse pour que le Champ de Mars retrouve à peu près sa physionomie d'origine. Quand il n'y a pas aujourd'hui d'usage prévu pour prolonger le Grand Palais éphémère.
il sera éphémère. En fait, le sujet aujourd'hui pour eux, c'est de pouvoir, en tout cas pour nous, c'est de débarrasser le Grand Palais éphémère, en tout cas la structure, pour qu'elle soit démontable et qu'elle soit installée ailleurs, mais en tout cas en dehors du 15e et surtout en dehors de Paris. Enfin, je poursuis sur la cérémonie d'ouverture qui aura lieu le 26 juillet. Normalement, les impacts sur votre quartier seront extrêmement faibles, puisqu'en fait, la cérémonie d'ouverture commencera à Paris, dans le 12e, donc sur le versant de la Seine, et s'arrêtera au Trocadéro. Donc, excepté les flux de visiteurs, il n'y aura en tout cas très peu d'impact sur votre quartier au moment de la cérémonie d'ouverture. Quand Jacques-Henri Semel m'a proposé de venir à ce conseil de quartier, pour lequel je viens avec grand plaisir, on avait sollicité la ville pour avoir des informations supplémentaires sur l'organisation des JO, sur l'organisation des épreuves, concernant la voirie, qu'est-ce qui sera fermé, quels seront vraiment les impacts très concrets sur le quartier. Et pour l'instant, c'est extrêmement flou. En tout cas, de notre fait, on n'a pas d'informations. Je pense qu'il y a encore des arbitrages entre Paris 2024, la préfecture, donc l'État et la ville de Paris. Mais en tout cas, à notre stade, nous sommes les premiers preneurs d'informations pour vous informer. Pour l'instant, à ce stade, on n'a pas plus d'informations. Nous en sommes les premiers désolés, mais vous pouvez compter sur notre action de mobilisation avec monsieur le maire Philippe Goujon, avec aussi avec Jacques-Henri Semel, votre adjoint de quartier, pour que dès que nous aurons les informations qui nous arriveront, alors pour l'instant on n'a vraiment pas de date, on n'en sait vraiment pas plus, mais voilà, en tout cas je voulais aussi venir pour vous faire part de notre mobilisation forte sur l'impact concret que cela aura sur la circulation, sur la sécurité, sur le phasage, sur le zonage aussi de toute cette partie Champ de Mars qui sera évidemment extrêmement sollicitée, en tout cas pendant les épreuves et sûrement aussi en amont. Oui, un petit mot complémentaire. Toute l'action que je mène auprès de la préfecture de police notamment, c'est que les zones de restriction de circulation automobile ou piétonne soient le plus réduites possible, parce que j'ai le fâcheux souvenir, et vous aussi sûrement, de la fan zone pour les groupes de football, qui était une catastrophe quand même, tout ce qui était sur le Champ de Mars. Alors le public footballistique n'est pas le même que celui des Jeux Olympiques. Celui des Jeux Olympiques se comporte beaucoup mieux. Cela étant, pour des raisons de sécurité, je sais quel est le tropisme de la préfecture de police, c'est de faire des zones les plus larges possibles pour être le plus sûr possible qu'il n'y aura pas d'accident. Je peux le comprendre d'ailleurs. Mais comme nous sommes pris, nous, si je peux dire, entre deux feux, entre le parc des expositions avec 9 épreuves olympiques et paralympiques et le Champ de Mars, ma crainte, c'est qu'effectivement les zones de restriction soient encerclent un peu le 15e. Donc, mais nous n'avons pas eu encore de réunion là-dessus avec la préfecture de police. Les réunions qui ont lieu régulièrement maintenant sont avec la ville de Paris, pas encore avec la préfecture de police. Donc, bien sûr, vous serez les premiers informés, puisque là, vous êtes, vous, au contact direct dans ce secteur, moi aussi, puisque j'y habite accessoirement, des épreuves olympiques. Voilà, je voulais savoir s'il y avait un impact aussi au niveau des bus, du réseau des bus du Champ de Mars, qui est quand même assez conséquent, vu les travaux que je vois vaguement présentés. Alors, écoutez, sans surprise, les réseaux de bus qui traversent le Champ de Mars sur l'avenue Joseph Bouvard, ils seront forcément détournés, puisque mon collègue, voilà, ils le sont en ce moment même. Vous entendiez mon collègue Valentin Rouffia qui évoquait le stade Tour Eiffel. Concrètement, le stade Tour Eiffel, c'est une installation provisoire qui va être mise en place sur la place Jacques Rueff, sur l'avenue Joseph Bouvard. Donc, l'endroit même où les bus traversent le Champ de Mars. Donc ça, à peu près du mois de avril-mai jusqu'à la fin des Jeux paralympiques. On peut, voilà, mars, jusqu'à la fin des Jeux paralympiques, il y aura, par la force des choses, ces lignes de bus seront détournées. D'accord. Et donc, par ce fait, peut-être qu'il y aura aussi un impact pour comment se garer à Paris dans notre quartier aussi. Puisqu'il y a certainement des rues qui vont être fermées et nous n'aurons plus de place pour nous garer. Je ne sais pas, comment ça va se passer tout ça ? Écoutez, Valentin Roufiac l'a dit, en effet, sur le plan de circulation, aujourd'hui, on n'a pas les éléments suffisants de la ville, de la préfecture pour vous proposer, pour donner ces informations. En revanche, le conseil de quartier sera évidemment informé en priorité, sans doute une session à l'automne, je pense, pour donner plus d'éléments sur tous ces aspects-là
de la vie quotidienne des habitants du quartier pendant les Jeux olympiques et paralympiques. On a hâte de savoir un peu comment ça va s'organiser tout ça, effectivement, parce qu'on vit ici au quotidien. Et c'est très gentil à vous de nous donner des places gratuites pour aller voir tous les fameuses cérémonies de sport. Merci beaucoup. Ou alors des places gratuites, ou alors parce que effectivement, il y aura quand même un impact sur nous. Et on est très content de faire cette réunion pour savoir un petit peu cet impact. Merci. Pour être vraiment tout à fait franc avec vous, et c'est ce que je vous ai dit dans mon propos liminaire, c'est qu'on a été les premiers à demander des informations. On est comme vous, on est en attente d'informations de la part de la préfecture sur toutes les questions que vous posez. Les questions que vous vous posez sur les places de stationnement, sur le réseau des bus, on se pose les mêmes questions que vous. Voilà. Oui, je crois qu'il était question d'arrêter la circulation sur le pont d'Iéna. Sur le pont en face de la Tour Eiffel, je me trompe peut-être de nom. Le pont d'Iéna, oui. Est-ce que c'est quelque chose d'abord de durable et comment est-ce qu'on va pouvoir passer la Seine? Parce que la passer sur le pont de Bir Hakeim, c'est quand même un peu difficile. C'est compliqué en tout cas. Voilà. Oui, bien sûr. Alors, on ne va pas refaire tout le débat sur le projet One, parce que là, c'était les JO, mais vous connaissez ce projet à l'origine, qui a été présenté de multiples reprises ici, notamment par Jacques Henry. C'est qu'il était prévu qu'il y ait d'un seul tenant déjà un parc entre l'école militaire et le Trocadéro, avec suppression de la circulation avenue Joseph Bouvard, qui, soi-disant, sans doute rétablie pour les bus, mais uniquement, avec suppression ou presque, une seule file de circulation maintenue sur le quai devant la Tour Eiffel, et avec l'interdiction de circulation sur le pont d'Iéna, sauf pour les bus, les taxis et les vélos, et la suppression de la circulation sur la partie sud du Trocadéro. Ce projet, pour le moment, a été l'objet d'une opposition de la préfecture de police, qui a considéré que la circulation se trouvait trop entravée pour les secours, notamment. Donc le projet est un peu en stand-by. Le préfet de police, que j'ai interrogé d'ailleurs au Conseil de Paris moi-même il y a quelques mois, le nouveau préfet de police, m'a confirmé qu'il maintenait la position de son prédécesseur, considérant que la circulation ne pouvait pas être interrompue sur le quai en face de la Tour Eiffel. Voilà où on en est pour le moment. Il y a des discussions, des recours entre la ville, la préfecture de police là-dessus. Mais voilà, le projet de la ville n'est pas complètement abandonné. Peut-être que Jacques-Henri peut préciser. Juste pour apporter une petite précision, parce que c'est en effet très compliqué, le préfet de police réglementairement établit des prescriptions sur certaines des voies, et notamment sur le quai Jacques Chirac, sur l'avenue de la Motte-Piquet aussi sur une partie, mais pas sur toutes les avenues et les rues du quartier. Donc la ville a compétence directe pour réglementer la circulation et le stationnement sur un certain nombre de rues. Elle doit se conformer aux prescriptions de la préfecture sur d'autres parties. C'est la raison pour laquelle le projet One a été suspendu du fait de l'opposition du préfet sur certains aspects qui, de fait, compromettent la réalisation de l'ensemble. Mais effectivement, certains aspects qui relèvent de la compétence de la ville de Paris pourront peut-être être mis en œuvre. Donc là, il y a quand même des incertitudes. Même si sur la partie principale qui a mobilisé, c'est-à-dire la déconstruction sur le Champ de Mars, l'abattage d'arbres, etc., c'est une partie qui est vraiment, pour l'instant, totalement suspendue. L'ouest du 15e devient un endroit sans issue. Alors, ce n'est pas la Motte-Piquet, c'est l'avenue Joseph Bouvard. Sur la Motte-Piquet, il n'y a pas de projet de restriction de circulation. Non, notre grosse inquiétude, telle qu'on a pu l'exprimer en Conseil de Paris, en dehors du coût de l'opération qui est de 100 millions d'euros quand même, d'investissement. Donc je pense que la ville a peut-être des dépenses plus urgentes à mener que dépenser 100 millions d'euros pour un aménagement dont ne veulent pas d'ailleurs ni le 7e, ni le 15e, ni le 16e, et toutes les associations environnementales quand même, parisiennes, c'est que c'est sur les reports de circulation. L'interdiction de circulation sur le pont d'Iéna va thromboser encore davantage, et le mot est faible,
le pont de Bir Hakeim du côté 15e et puis de l'autre côté 7e aussi, puisqu'on ne pourra plus passer à cet endroit-là en voiture. Et bon, il y aura peut-être une évaporation de partie de la circulation, mais le gros de la circulation se reportera sur Bir Hakeim, qui est déjà complètement thrombosé quand même. Donc c'est pas possible. Enfin, nous sommes totalement opposés à tout ça. S'il n'y a plus de questions, nous passons au deuxième sujet de la soirée. Merci pour vos interventions respectives. Bonsoir à tous. Bonsoir Monsieur le maire, Monsieur l'adjoint au maire, Monsieur le conseiller d'arrondissement, Monsieur le président du conseil de quartier, Mesdames et Messieurs les membres du conseil de quartier et Mesdames et Messieurs du public. Ce soir, nous présentons un projet qui est imaginé sur le 13 rue de Lourmel, donc un projet de réhabilitation urbaine. C'est un projet qu'on a travaillé en collaboration étroite avec la mairie du 15e, la mairie centrale et toutes les directions de l'urbanisme qui nous accompagnent sur ce dossier, sur lequel nous avons pu échanger au sujet de la programmation. Donc elle a été énoncée tout à l'heure, il s'agit d'un projet de réhabilitation urbaine pour la réalisation d'une résidence étudiante et d'une école d'enseignement supérieur. Et voilà, nous sommes ravis de venir vous le présenter ce soir. Je vais passer la parole à Jean Bocabeille, donc associé co-gérant de l'agence BFV. Bien, bonsoir. Je vais vous présenter succinctement, mais de manière assez complète, je l'espère, ce projet. Alors, je vous montre une première image qui est en fait le plan que vous avez au-dessus, plus haut. C'est un plan dit Napoléon qui en fait représente ce qu'était Paris il y a un siècle et demi. Et vous aviez une rue Le Tellier qui aujourd'hui n'existe plus, mais qui était dans le prolongement de la Villa Juge. Et qui est donc un... Oui, excusez-moi, elle existe encore, pardon, mais ce bout-là n'existe plus. Voilà, pardon. Oui, effectivement, je suis désolé. Donc elle existe effectivement encore, mais plus sur la parcelle qui nous concerne. Elle était anciennement traversée par cette rue de Le Tellier. Et vous allez comprendre pourquoi ça a du sens, puisqu'on va essayer de retrouver cette empreinte de la rue Le Tellier dans le projet que nous allons faire. Que nous allons, j'espère, faire. Voilà. Donc la parcelle, elle fait 1708 mètres carrés. C'est une parcelle qui fait 17 mètres de large sur 100 mètres de long. Donc c'est une parcelle en profondeur sur laquelle, actuellement, il y a plusieurs constructions, dont une en particulier, là, donc vous avez une vue aérienne. Vous avez en particulier, je ne sais pas si ma petite... Si vous voyez, oui, tout à fait. Donc vous avez, premièrement, sur le 13 rue de Lourmel, vous avez ce qui est visible, donc cette maison qui est effectivement s'adresser à la rue anciennement Le Tellier avec son fronton. C'est pour ça qu'en fait, cette rue passait originellement entre ce bâtiment-là et ce bâtiment-là qui évidemment n'existait pas, puisque les deux, tout le voisinage en fait de cette maison forcément a été construit bien après. Donc cette maison va être évidemment conservée. Vous aviez également un appendice qui est un appendice qu'on appelle une annexe, si vous voulez, qui était un peu plus loin. Et puis aujourd'hui, s'est installé dans le fond de la parcelle des garages avec 2 halles qui sont ici. Et ici, vous avez la Villa Juge. Ça, c'est la rue Finlampin et ça, c'est la rue Lourmel. Donc on voit là bien cette maison et le grand pignon qui est derrière, qui est donc le pignon de ce bâtiment qui aujourd'hui monte à R+12, chose qui n'est plus autorisée aujourd'hui dans Paris dans ce secteur. Et puis ici, vous voyez les halles qui sont dans le fond et qui sont aujourd'hui donc des garages pour réparer des automobiles. Donc vous avez forcément un trafic d'automobiles le long de pour accéder à ces halles. Voici le plan masse de ce que nous projetons. Donc je vais le décortiquer un petit peu après, mais vous avez, ce que vous pouvez voir ici, c'est que nous conservons la maison
qui s'adresse à la rue, que nous créons cette grande transparence pour accéder en fait au garage que nous allons transformer en une école. Je vais vous montrer après. Alors ça, c'est le plan de rez-de-chaussée. C'est un petit peu précis, mais ce que vous pouvez voir, constater, c'est que nous conservons, que vous voyez, c'est très noir, un peu plus épais, c'est parce qu'en fait, c'est la construction de la maison d'origine que nous conservons. Et ici, nous conservons également un bout de l'annexe. Et puis ici, vous avez donc les halles que nous allons restructurer, transformer en école. Ici, ce que vous voyez là, c'est un porche, de manière à maintenir comme ça une grande transparence depuis la rue pour atteindre la cour de l'école. Au niveau du programme, première chose à constater, c'est qu'il n'y aura pas de stationnement. Il n'y en avait pas non plus, mais enfin, il y avait des voitures qui rentraient dedans pour être réparées, mais maintenant il n'y en aura plus. Vous aurez des locaux vélos, bien sûr. Ensuite, on va conserver deux commerces sur la rue de Lourmel. Ensuite, on aura une résidence étudiante qui va s'installer, vous allez comprendre, sur le pignon du bâtiment qui était voisin au 11 ou au 15, je ne me souviens plus. Au 11, pardon, sur le R+12, qui ne montera pas aussi haut que le R+12, mais qui va s'installer contre ce pignon. Et puis ensuite, vous avez donc l'école. L'école qui va actuellement, c'est important, je reviendrai dessus, mais quasiment l'ensemble de la parcelle est construite. Donc, vous allez voir, il y a des emprises libres, mais là, ce qu'on va retrouver, c'est de la pleine terre. Je reviendrai dessus. Ça, c'est donc l'image du projet que vous n'aurez vraisemblablement jamais vraiment, puisque c'est difficile d'avoir ce recul. Ce qui apparaît, c'est que ce bâtiment-là donc existe, ce bâtiment-là existe, ce bâtiment-là existe, et ce que nous allons rajouter, c'est ce bâtiment-là, qui vient s'adosser donc au bâtiment R+12 de ce côté-là. Et puis après, vous avez cette grande profondeur, et ce que vous voyez au fond, c'est l'école. Non, il fait R+10, ça fait 12. Il y a 2 niveaux dessus qui sont en retrait. Donc le bâtiment ici fait R+10, et lui, il reste à R+10. Vous allez voir, après, c'est un jardin, enfin c'est un espace paysager qui est sur le toit. Ça, c'est le principe, je vous en parle parce que c'est le principe constructif du bâtiment. Parce qu'on se doute bien que quand même, un chantier, c'est une nuisance. Donc le principe constructif de ce bâtiment, c'est de travailler en pré-mur, avec de l'isolation intégrée. Alors c'est des mots un peu complexes, mais c'est tout simple. Ce sont des murs en béton, si vous voulez, avec l'isolant qui est déjà intégré et qui sont préfabriqués et qui vont former comme des pièces d'un puzzle, si vous voulez, qui vont permettre de monter l'un sur l'autre, qui portent le bâtiment et qui l'isolent en même temps. Et qui sont donc avec une finition qui est déjà finie. Donc vous avez quand même une construction qui fait moins de bruit et surtout moins de poussière que si vous faisiez une construction en béton coulé. Donc là, vous avez un système de montage de pièces qui sont préfabriquées et brut finies, si vous voulez. D'accord ? Évidemment, le bâtiment sera certifié avec des réglementations qui sont celles d'aujourd'hui. Donc RE 2020, pour dire réglementation RE énergétique 2020, certification NF Habitat, enfin, ce sont des certifications qui sont celles d'aujourd'hui, qui sont contraignantes, mais pour le bon sens de ce que nous souhaitons obtenir, c'est-à-dire des bâtiments résilients et durables. Donc, voilà. Ça, c'est ce que nous allons, ça, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup, particulièrement chez la société BFV, l'agence d'architecture BFV. Nous sommes très concernés par tout ce que nous pouvons réemployer sur les bâtiments. Déjà, nous réemployons des bâtiments. Donc, il y a déjà ce qu'on appelle un déjà là et qu'on récupère. Donc ça nous paraît important de démolir le moins possible. Et ensuite, quand on démolit de manière raisonnée pour pouvoir récupérer des matériaux qu'on remet en œuvre. Donc, les sources possibles sur cette opération, c'est de récupérer les pavés de la cour, qui vont être rejointoyés, remis en pavés, bien entendu. Pas que, mais quand même, on va s'en servir. On va servir également de toute la structure acier des halles pour pouvoir les réimplanter dans le projet de l'école. Et un dernier élément qu'on pourra récupérer, ce sont les tuiles. On ne s'en servira pas forcément pour refaire des tuiles. On s'en servira vraisemblablement pour refaire des sols. Et donc, je pourrais vous montrer dans le cadre de présentation peut-être plus tard, au moment du chantier, comment on se sert de tuiles pour restructurer des sols tout en les laissant percoler, c'est-à-dire laisser l'eau passer à travers. Ça, c'est une image de la cour de l'école. Cette cour d'école, en fait, elle va être orientée plein sud, donc elle va capter de la lumière et elle s'adresse, surtout, c'est important parce que
précisément par rapport aux voisins, c'est juste l'endroit où, de l'autre côté de ce mur qui est végétalisé, c'est un endroit où il y a justement un espace de cours de voisins, enfin des riverains. Donc c'est juste en face et ça bénéficie des deux d'une percée un peu plus importante et donc pas d'ombre portée. Ça, c'est une image que nous avons faite sur un photomontage, si vous voulez, par rapport à une photo que nous avions reçue, donc qui a été sans doute pris par quelqu'un qui habite de ce point de vue-là, et qui voit donc les halles. Il y a 2 halles, dont une qui est un petit peu surbaissée, et l'image qui est en dessous, c'est l'image du projet révisé, si vous voulez. Enfin, on va aligner les 2 halles, parce que ce décalage des 2 halles ne permettait pas d'accueillir l'école, donc on va aligner les 2 halles, et ce que vous voyez effectivement ici, c'est aussi le bâtiment qui vient s'implanter le long du pignon, et qui voyait est 2 étages en dessous par rapport au bâtiment actuel. Ça, c'est un autre point de vue qui est de l'autre côté, mais qui représente un peu, pas tout à fait la même chose, mais enfin, c'est l'impact de la nouvelle construction par rapport à ce que c'était. Et vous voyez, ça reste mesuré, et avec une contrainte les moins importantes possibles. Ça, en fait, c'est le toit paysager, toit terrasse paysager, côté 11 rue de Lourmel. Ensuite, ce qui est assez important, c'est que anciennement, il y avait 313 mètres carrés d'espace libre. Aujourd'hui, on va avoir 527 mètres carrés d'espace libre. L'espace libre, c'est simplement l'espace qui est libéré de construction. D'accord ? Donc, parce qu'en fait, on avait ici des appendices qu'on va enlever. Et puis les 2 halles étaient complètement construites, si vous voulez. Donc on crée un patio ici et un patio à l'extrémité ouest. Et ce qui est très important aussi, c'est qu'avant on avait 0 mètre carré de surface non étanche qui permettent de percoler, de faire que l'eau traverse. Et aujourd'hui on va avoir 459 mètres carrés de pleine terre. Voilà, ce qui est une amélioration, si vous voulez, pour ce qu'on appelle enfin, ce qui va permettre quand même de créer ce qu'on appelle des îlots de fraîcheur, ou en tout cas de recréer en fait du sol qui percole, donc planté et donc plus frais que si vous avez des surfaces imperméabilisées qui réverbèrent et la chaleur. Voilà. Alors, je ne vous ai pas tout décrit, toutes les plantes qu'il y aurait, mais bon, vous avez vu. Et puis ça, ce sont les toitures végétalisées qui vont se trouver donc au R+10 et au R+8, 9, non, au R+4, pardon, évidemment, excusez-moi. R+10 ici, le R+10, en fait, il est collé au pignon du R+12, d'accord ? Il ne dépasse pas. Et le R+4, ici, il est collé, en fait, au pignon qui est exactement de l'autre côté, puisque c'est en fait le petit bâtiment annexe que nous conservons et que nous allons épaissir, étendre. Le calendrier de l'opération, donc le dépôt du PC s'est fait tout très récemment, donc il y a 1 an d'études à peu près, pour pouvoir débuter des travaux en juillet 2024, qui s'achèveraient... C'est pas... les Jeux Olympiques ne vont pas faire en sorte que la France s'arrête quand même, enfin on espère. Alors, il y aura 10 mois de ce qu'on appelle du gros œuvre, mais sachant que le système qu'on a proposé permet d'écourter ce moment de gros œuvre. Je pense bien, je préférais garder un petit peu de prudence et vous donner 10 mois, et qu'une bonne surprise fasse qu'on soit plus court. Mais je préfère ne pas m'engager aujourd'hui, parce qu'on n'a pas encore l'entreprise, évidemment, mais il me semble que le système constructif qu'on préconise peut permettre d'aller beaucoup plus vite. Vous faites quasiment ce qu'on appelle de la filière sèche, bon, même si on va devoir couler des dalles, si vous voulez, mais ça permet quand même de faire un jeu mécano. Vous avez vu que le bâtiment est très simple, extrêmement rigoureux, extrêmement cohérent, parce que c'est ce qui permet quand même d'être le plus économe et le plus sobre, ce qui est quand même une des injonctions d'aujourd'hui. Nous, on y croit quand même. Il faut faire des bâtiments qui soient le plus respectueux de l'environnement possible. Donc voilà, donc 10 mois de gros œuvres, 20 mois de chantier, mais c'est du second œuvre, pour une livraison en 2026, en juillet 2026. 3 ans sur une opération entre les études, c'est à peu près ce qui se fait quand même. Voilà, le chantier, ça c'est pour vous montrer ce que c'est. Un panneau de béton préfabriqué, qui inclut déjà la baie, si vous voulez, donc, et qui permet d'être posé, vous voyez, comme c'est sec, on vient le poser les uns sur les autres comme un jeu de Lego.
Les références, alors ça, ce sont des références de Nexity, qui a déjà construit dans le 15e. Oui, effectivement, Nexity a déjà eu l'occasion de travailler dans votre arrondissement, donc notamment l'écoquartier Boussicot, qui a été réalisé dans le 15e. Et à proximité immédiate, on en parlait tout à l'heure, oui, tu peux passer à la slide. Non, pardon, alors ça, c'est un autre projet. Une réhabilitation donc d'un ancien lycée dans le 16e, rue Saint-Didier. Et normalement, nous avons aussi une référence d'une réalisation rue Le Tellier, on en parlait tout à l'heure, dans le quartier aussi. Donc 3 projets qui sont bien déroulés, avec des chantiers qui sont plutôt bien passés. Moi, je vais vous montrer des références de BFV. Ça, c'est pour vous montrer juste un bâtiment. C'est pas dans le 15e, c'est dans le 19e, mais c'est un bâtiment, c'est une crèche, nous avons fait. C'est un système de béton préfabriqué, comme je vous l'ai indiqué, et qui était aussi dans un contexte urbain, dense, et qui s'est plutôt très bien passé, puisque ces panneaux de béton se sont posés les uns sur les autres impeccablement. Et puis, comme ça, c'est une petite anecdote aussi, mais enfin, pour nous, c'est important, la façade que vous voyez en bois, c'est une façade en bois qui a été faite en chêne, du chêne récupéré sur des portes palières que nous avons récupérées dans le cadre d'un chantier de démolition d'HBM qui se trouvait tout près, donc de 640 portes palières en chêne massif qui avaient 100 ans d'âge. Nous avons fait une vêture. La vêture, c'est la protection, si vous voulez, ce que vous voyez, la résille, si vous voulez, qui est en bois et qui permet en fait de protéger les enfants, parce que c'est une crèche, des espaces extérieurs des enfants, de la vue et du soleil. Voilà, donc pour vous dire, les notions de réemploi qui nous intéressent beaucoup, c'est mis en œuvre sur ce projet. Et ça, c'est un autre bâtiment que nous sommes en train de réaliser, qui n'est pas du tout dans le 20e, qui est dans le 14e, qui est rue Boissonnade. Et c'est une restructuration d'un bâtiment de bureau en logement. Et donc, ça va être des très beaux logements, voilà, parce que c'était des bâtiments de bureau. Et aujourd'hui, ça, c'est pareil. C'est une structure avec des poteaux poutres bois et ce qu'on appelle de la façade en ossature bois. Enfin, c'est que des systèmes, en fait, qui permettent de réaliser avec le moins de nuisances possible. Donc ça, c'est rue Boissonnade à Paris. Si vous avez l'occasion de passer, vous verrez. S'il vous plaît, combien d'étudiants sont attendus ? Alors, l'école aura un effectif admissible de 500 personnes. 500 personnes. Après, il faut garder en tête que c'est une école d'enseignement supérieur. Ça veut dire que toutes les classes ne sont pas pleines en permanence et qu'il y a des amplitudes horaires qui font que les étudiants ne sont pas tous là en même temps. Les mêmes questions pour la résidence étudiante ? Il y aura 79 chambres, donc 79 étudiants. Alors, est-ce que le projet prévoit une cantine ? Alors attendez, on va poser des règles déjà pour la prise de parole, afin que ça ne se transforme pas en tribunal révolutionnaire. Alors, vous posez une question, la personne répond dans le calme et la discipline, et ensuite vous posez les questions. Et pour poser les questions, vous levez la main et c'est moi qui donne la parole. Merci. Monsieur Francis Dimitri, allez-y. Oui. Dernière question, est-ce qu'une cantine est prévue dans cet ensemble ? Alors, il y aura un petit espace pour que les étudiants puissent déjeuner le midi, mais il n'y a pas de cantine à proprement parler, comme dans une école traditionnelle, avec des repas chauds préparés sur place. Ça reste des étudiants, c'est des adolescents. Et donc pas les nuisances d'une cantine ? Non, il n'y aura pas de préparation de repas, il n'y aura pas de livraison de repas, il n'y aura pas ce genre de choses. Merci. Je vais dire quelques mots aussi. Levez la main, s'il vous plaît. On va vous donner le micro. Merci, bonjour. Est-ce que les étudiants vont venir en trottinette ou en 42 ? Parce que s'ils ne viennent pas en 42, dont il faudrait densifier les passages, ça va vraiment poser un problème dans la rue de Lourmel, qui est déjà très complexe au niveau de la circulation. Non, j'allais dire, les étudiants utilisent beaucoup les transports en commun. Le métro est à proximité immédiate du site, donc je pense qu'ils viendront en métro pour ceux qui ne vivent pas sur place, et 79 chanceux qui auront une chambre. Donc voilà. Après, on a des locaux vélos qui sont prévus dans le projet et qui leur permettront de ranger tous leurs moyens de transport à l'intérieur de la parcelle et de ne pas venir coloniser les trottoirs.
Je voudrais juste répondre à cette question de façon un peu plus précise. Est-ce que vous savez que sur la dalle, il y a plus de 15 000 étudiants à la dalle Beaugrenelle? Nous n'avons eu aucun problème de transport. 500 étudiants, ça peut paraître beaucoup comme ça, mais c'est très très peu. C'est un établissement d'enseignement supérieur. Comme on l'a dit, ce sont des étudiants qui ne viennent pas tous le matin comme à l'école ici à 8h20 et qui en sortent à 16h30. C'est tout au long de la journée. 500, c'est quelques dizaines d'étudiants qui vont arriver en même temps. Donc le problème ne se pose pas du tout ici dans ces termes de transport et autres. Il y aura bien sûr des garages à vélo, etc., puisque c'est obligatoire. Grâce à un amendement, d'ailleurs, que j'ai fait voter à l'Assemblée nationale il y a quelques années quand j'étais député, mais il n'y a pas du tout d'autant plus que vous savez que grâce à un vote récent, les sociétés de trottinettes en free-floating sont supprimées à partir du 1er juillet. À partir du 1er juillet, il y a 15 000 trottinettes qui disparaissent de Paris. Enfin, c'est le 1er juillet que le contrat s'arrête. Alors, ils ont peut-être un mois ou deux ensuite pour ranger leurs affaires, je ne sais pas, mais en tout cas, à partir du 1er juillet, le contrat s'arrête. Et ces 15 000 trottinettes qui ne pourront plus être disponibles, ne seront plus disponibles à Paris. Bon, c'est un autre sujet. Mais quand même. Non, moi, ce que je voudrais dire juste de façon générale sur ce projet, c'est vrai que c'est très compliqué aujourd'hui d'étudier des projets d'urbanisme en zone dense, dans Paris plus particulièrement, surtout que nous, maires d'arrondissement, enfin moi en tout cas avec mon équipe, nous sommes, peut-être pas pour la dédensification parce que le mot est trop fort, mais enfin pour qu'il n'y ait pas de densification supplémentaire dans une ville qui est déjà une des plus denses d'Europe, à savoir Paris. Donc il faut essayer toujours faire des compromis quand il y a des projets, j'allais dire, d'intérêt général. Là, moi, je voudrais quand même rendre hommage à Nexity. C'est pas souvent que je rends hommage à des promoteurs, d'ailleurs, parce que franchement, ils ne le méritent pas, je veux dire, pas toujours, pas souvent, enfin bon, bref. Mais là, la concertation avec Nexity a été menée vraiment de façon très étroite avec les services de la ville de Paris et les services du 15e. Ce que je veux dire, c'est que il y a un premier projet, on peut le dire, qui avait été présenté, qui était extrêmement massif et qui ne nous convenait pas du tout. Donc la société en question aurait pu le maintenir, puisqu'elle ne dérogeait à aucune règle de l'urbanisme dans ce secteur. Donc elle aurait pu la maintenir. Elle a accepté, d'ailleurs à son détriment financier, si je peux dire, et lourd, je dois le dire quand même, il faut le préciser. Non, mais on ne va pas les plaindre. Non, mais vous savez, moi, je suis pour la liberté de l'entreprise et pour la libre entreprise. Je ne suis pas marxiste-léniniste. Donc, je dis que les entreprises, plus elles font de profit, mieux c'est, à condition qu'elles respectent l'environnement urbain, notamment quand il s'agit de promoteurs. Donc là, nous avons un projet qui, je pense, est le mieux que de celui qui pouvait être prévu sur place. Il y avait d'autres projets que nous avons refusés. La société a accepté de revenir dessus et de faire un projet. Et je remercie les architectes qui ont fait un énorme travail parce que c'est une zone très contrainte, là, qui permet à la fois de maintenir des espaces libres et des espaces plantés qui sont augmentés, quand même, et de pleine terre, et des lots de fraîcheur, on sait ce que ça veut dire aujourd'hui, qui permet aussi un projet d'intérêt général de s'implanter dans ce secteur, à savoir une résidence étudiante et un établissement d'enseignement supérieur qui sont un véritable besoin. Il faut savoir si on va avoir des étudiants ou pas aussi, hein, et des établissements d'enseignement supérieur. Le 15e, il se trouve que depuis quelques années, s'est transformé, c'est le 2e arrondissement universitaire parisien, après le quartier latin. Alors le quartier latin a 2 fois plus d'étudiants, mais nous avons autour de 35 000 étudiants. C'est assez nouveau, assez récent. Et il y a des établissements d'enseignement supérieur en très grand nombre qui choisissent le 15e. Moi, je m'en réjouis, c'est quand même notre avenir. Alors, il faut que tout ça soit maîtrisé, mais il faut aussi qu'il y ait un accompagnement. Et nous sommes en train de mettre en œuvre une politique d'accompagnement de tous ces étudiants qui viennent dans ces établissements, notamment par des résidences étudiantes. Il faut que ces étudiants puissent être logés dans de bonnes conditions, dans des chambres, dans des studios, etc. C'est le cas ici. On en est à notre 4e ou 5e résidence étudiante depuis la mandature dernière, où j'ai pris conscience qu'il fallait absolument aider ces étudiants. On les aide par d'autres moyens d'ailleurs, je ne rentre pas dans le détail, ce n'est pas le sujet, mais nous nous réjouissons qu'il y ait, j'allais dire, un 109 qui arrive dans l'arrondissement, c'est quand même notre avenir aussi. Il y a, je pense, un embellissement de ce secteur, parce qu'on va avoir à la place d'un garage décrépit, qui est extrêmement polluant quand même, je le dis au passage, une ouverture, une traversée, une perspective sur cette ancienne rue Le Tellier que vous avez décrit et qui existait à l'époque du bâtiment qu'on appelle le bâtiment Napoléon. Je ne sais pas si Napoléon y a séjourné.
mais voilà, on appelle ça bâtiment Napoléon, qui est conservé. Nous tenions à ce qu'il soit conservé. Et effectivement, il y a un immeuble qui monte, mais qui est très en retrait et qui est relativement discret, même s'il est un peu haut, ça je le concède, c'est évidemment un sujet. Mais le parti architectural qui a été pris me semble être le mieux pour le quartier, pour à la fois son embellissement, son ouverture, et d'avoir dans au 13 rue de Lourmel, que je connais particulièrement bien d'ailleurs, une ouverture qui sera une ouverture plantée, quoi, vous aurez en face, à la place de cette entrée de garage qui est quand même assez minable et polluante, et avec des voitures qui circulent en grand nombre, une promenade plantée. Excusez-moi, mais c'est quand même ce qu'on a pu obtenir de mieux. Alors je sais qu'il y a aussi des inconvénients. C'est sûr qu'on construit un immeuble, voilà, mais en tout cas, je pense que les architectes ont pu réaliser le projet le moins impactant pour l'environnement et le plus riche pour le quartier. Cela étant, pour terminer, si je peux me permettre, j'écoute avec beaucoup d'attention vos observations parce que je n'ai pas encore donné mon avis sur le permis de construire, que je n'ai pas encore reçu. Donc c'est la raison. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, moi je tenais beaucoup à être présent à cette réunion pour vous entendre et entendre vos préoccupations et vos propositions, parce que finalement c'est vous qui habitez là. On va prendre le micro. Attendez, le micro. Distribuez. On n'entend pas. Il n'y a aucun micro qui marche. Allô, allô. Ah, ça marche, ça y est. Oui, alors déjà, c'est un jugement de valeur. Moi, j'aime beaucoup ce garage. Je l'ai toujours connu. J'adore le patron du garage. Je vais mettre ma voiture régulièrement là-bas pour la faire réparer. Et franchement, il ne dénature pas du tout. Donc voilà. Ça, c'est déjà un jugement de valeur. Voilà. Et donc, nous, ça nous convenait bien comme ça. Maintenant, votre projet est là, OK. Enfin, il va être là, peut-être. Je reçois, voilà. Mais déjà, dire que c'était minable, non. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant. Je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. Donc, ce que je voulais dire, c'est que là, donc, vous nous présentez un projet en mettant en valeur le fait qu'il y a l'accueil de nouveaux étudiants. Certes, c'est magnifique. Mais déjà, on a entendu que pour accompagner l'arrivée de ces étudiants, donc déjà, il n'y a pas d'offre de restauration. 500 étudiants à faire manger chaque jour. Il y a une offre, c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure, peut-être me suis-je trompée, vous pourrez repréciser. Il y a une offre de logements étudiants. 80 logements pour 500 étudiants. C'est-à-dire que l'offre n'est absolument pas à la hauteur du besoin. Je n'ai pas entendu, y a-t-il des offres pour accompagner ces étudiants dans la pratique sportive ? Des étudiants font du sport. Or, le 15e est déjà largement en pénurie d'équipements sportifs. Y aura-t-il un accompagnement ? Donc, le transport en commun, ça a déjà été soulevé. Peut-être aussi ces étudiants, éventuellement, vont être malades. Des besoins, donc, de tout le côté santé. Le 15e est déjà en pénurie au niveau de l'offre de santé. Donc, toutes ces questions-là, par rapport à ce projet, faire venir des étudiants, c'est une bonne chose, mais il faut avoir un projet qui soit complet, pas seulement une partie. Ça, c'est un premier aspect. Un deuxième aspect, c'est que j'aimerais bien savoir quel type d'enseignement va se trouver dans cette école. Est-ce de l'enseignement public ou est-ce de l'enseignement privé ? Les enfants qui pourront accéder à cette offre d'enseignement vont payer combien ? C'est-à-dire, ça s'adresse à quel type de personnes ? Parce que nous, dans le 15e, nos enfants nés à Paris, aujourd'hui, n'accèdent pas à l'université publique dans Paris. Parce que l'université publique n'a plus les moyens. Et nous n'avons pas possibilité de mettre nos enfants dans les universités publiques dans notre ville. Ils sont éjectés en banlieue, voire en province. Alors ça, c'est la deuxième question. À qui s'adresse à nouveau cette offre
d'enseignement supérieur. Est-ce pour tout le monde ou seulement pour quelques-uns privilégiés? N'importe quoi. Effaré. Je réponds. Enfin, bon, je peux prendre la parole juste pour vous dire qu'il n'y a pas encore de preneurs identifiés, pour avoir travaillé sur de nombreux projets. Certains finissent par être acquis par des établissements publics, d'autres par des établissements privés. Aujourd'hui, on ne sait pas encore. Voilà. On peut répondre sur certaines autres questions qui ont été posées. La restauration étudiante, madame, si vous fréquentiez comme moi les établissements d'enseignement supérieur, vous verrez qu'il n'y a plus de cantine nulle part, ça n'existe pas. Ça existe dans les écoles primaires, dans le secondaire, mais absolument pas dans l'universitaire. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a des salles où les étudiants amènent leur manger, si je peux dire, qu'ils font cuire ça dans un micro-ondes, etc. Et c'est comme ça que ça se passe partout. On commence même à le faire dans le secondaire, d'ailleurs. De surcroît, je rappelle que 500 étudiants, c'est marginal. En plus, ce n'est pas 500 étudiants qui viennent, comme je le disais, je le répète pour la deuxième fois, qui viennent à 8h20, qui partent à 4h30 et qui mangent tous à la cantine, comme à la maternelle, à 11h30. Ce n'est pas du tout ça. La plupart ne mangeront même pas là. Il n'y a aucun sujet en ce qui concerne la restauration. Et d'ailleurs, monsieur craignait tout à l'heure qu'il y ait des odeurs de cuisine. Il n'y en aura forcément pas. Donc, d'un autre côté, il y aura assez peu de personnes qui déjeuneront là. C'est très, très peu, 500. Donc, il n'y a aucun problème de transport. Il n'y a aucun problème de cantine. Quant au sport, c'est très peu aussi. Mon collègue va en parler puisqu'il s'occupe aussi des sports. Nous avons des équipements sportifs. Bien sûr, Paris est en pénurie, ça je suis bien d'accord avec vous. Donc ce n'est pas 500 étudiants qui vont changer quoi que ce soit. Il y a des équipements sportifs à proximité de toute façon. Et il y a beaucoup plus d'établissements d'enseignement supérieur qui s'implantent dans le 15e avec des milliers d'étudiants. C'est comme ça, qui ont choisi de s'implanter et qui, après, essayent effectivement de faire du sport ou pas. Pour ce qui concerne l'offre étudiante par rapport à la résidence étudiante, il ne s'agit pas, on n'est pas dans un kolkhoz, il ne s'agit pas de reloger tous les étudiants qui arrivent. Je trouve qu'il y a d'ailleurs des étudiants qui ne seront pas logés là, qui étudieront là, heureusement. Et d'ailleurs, tous les étudiants qui vont venir étudier là n'ont pas besoin de logement. Il y en a d'ailleurs qui viendront d'ailleurs. Quand je vous dis que nous sommes en train de construire des résidences étudiantes d'environ, habituellement c'est 100-120 places, on en est à notre 4e ou 5e, vous voyez, ça fait, disons qu'on a 800 ou 900 places de résidences étudiantes pour 35 000 étudiants. Il en faut plus, mais il n'a jamais été question de reloger la majorité de ces étudiants qui ont chacun leurs possibilités aussi par ailleurs. Donc les sujets que vous évoquez, pour ma part, ne me semblent pas exister. Quant à la santé, je vous confirme que nous avons une politique de santé très ambitieuse. D'ailleurs, nous avons créé une direction de la santé, c'est à la mairie de Paris, et qui est décentralisée dans les arrondissements, ce qui fait que nous en sommes à notre 5e ou 6e centre de santé, maison de santé conventionnée en secteur 1 dans le 15e pour lutter contre la désertification médicale, et que nous avons un centre qui va ouvrir prochainement, et ça c'est une première à Paris, rue Tiphaine, dans un ancien centre de vaccination de la mairie de Paris, un centre qui permettra justement d'être soigné en dehors des heures normales d'ouverture des cabinets médicaux. À savoir que ce centre sera ouvert tous les soirs, de 20h à 22h, je crois, de mémoire, ou 23h, et tous les week-ends, samedi et dimanche, toute la journée. Alors que la plupart du temps, les cabinets médicaux sont évidemment fermés. Ça permet aussi de décharger les urgences, bien sûr, dans les hôpitaux. Donc ça, c'est un centre qui est juste à côté, vous voyez, près de la rue du Commerce, et qui sera ouvert à partir de septembre, je crois. Nous essayons de le faire ouvrir même. Voilà. Donc ça, c'est juste une réponse qui est un peu périphérique, mais qui... Quant au remplacement d'un garage par une allée traversante plantée, excusez-moi, mais là, moi, je suis extrêmement favorable, et je pense que nous avons besoin, dans Paris, d'avoir davantage de végétalisation, davantage de pleine terre et davantage d'arbres.
Philippe Kayat, de 2 associations de défense du patrimoine et de l'environnement, France Nature Environnement Paris et SOS Paris. Le projet a indéniablement des qualités, ça il faut le reconnaître. Merci à la mairie d'avoir bataillé pour que le volume soit moindre que ce qui était initialement prévu. Mais d'ailleurs, d'après ce qu'on a compris, sur la halle, les structures métalliques sont conservées d'origine. D'accord. Le bâtiment c'est quoi, 10 étages, pour nous, c'est encore trop gourmand. C'est pas parce que le bâtiment d'à côté fait 12 étages qu'il faut grimper, c'est l'escalade. 10 étages, là, à notre époque, pour nous, c'est encore trop, quoi. Donc voilà, c'est ça qu'on voulait dire. Surtout que le quartier est déjà très dense. Justement, il y a déjà un très haut immeuble, on voit beaucoup de monde dans les rues. Dans un quartier aussi dense, rajouter encore un immeuble de plus de 10 étages, ça paraît vraiment assez fou. Est-ce qu'il vous serait possible, parce que je n'ai pas tout bien réalisé, que vous nous repassiez les photos de l'actuel, du futur, que je réalise, où ce R10, vous allez le construire, parce que si je comprends bien, par rapport à la rue de Lourmel, mais je voudrais une photo du réel, vous n'avez pas? Parce qu'on ne voit rien là. Ah voilà. Donc la rue de Lourmel, elle est où pour vous? Elle est devant. Devant. Ce bâtiment blanc, il est existant. Le garage, c'est dans la trouée? Oui, le garage est dans la trouée. Actuellement, cette maison, elle existe, si vous voulez. La maison blanche, au premier plan, elle existe. On la garde telle que. On la restaure. Ah oui, ensuite, actuellement, vous avez un bandeau un peu publicitaire, si vous voulez, qui annonce le garage derrière. Oui. Voilà. Donc, ça, c'est enlevé, on débarrasse ça, et il y a des petits appentis qui sont contre le pignon de l'opération de logement au 15, c'est-à-dire le bâtiment de droite. Oui. Ça, on l'enlève également pour ouvrir complètement la perspective vers ce qu'on voit au fond, qui est en fait, qui va être les halles que nous allons restructurer. Quand vous demandez là, à propos des fermes, on va les réemployer. Les réemployer, ça ne veut pas dire qu'on va s'en resservir pour la structure de cette halle, mais on va tout faire pour, mais ce n'est pas évident, si vous voulez. On va les réemployer, c'est-à-dire qu'on réemploie le matériau, c'est-à-dire l'acier. Voilà. Donc vous allez voir dans l'autre image qu'on a fait, on réemploie ça pour former en fait une pergola qui est devant, et on va réemployer l'acier. C'est très important. Ça s'appelle, en fait, quand on dit, pour être plus précis, c'est du recyclage. En fait, on recycle. Quand on récupère une matière, c'est du recyclage. Réemployer, c'est quand on réemploie en conservant l'usage, la forme et l'usage du matériau qu'on a utilisé précédemment. Voilà. Ce R10, c'est... Alors, le R10, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Et derrière, c'est quoi? Non, en fait, c'est le même bâtiment, si vous voulez, mais il forme, en fait, il y a, si vous voulez, un coin qui a été creusé de manière à préserver, si vous voulez, la maison dite Napoléon, mais ce n'est pas du tout, elle n'a rien à voir avec Napoléon. C'est nous qui avons employé ce mot-là parce que c'est la maison qui était sur le plan de Napoléon. Enfin bon, peu importe. Cette maison-là, pour la préserver dans son intégrité, il se trouve qu'elle avait, cette maison-là, a une petite cour derrière qui permet d'insérer, si vous voulez, plus finement la construction nouvelle sans dénaturer la maison au premier plan. C'est un décroché en plan, si vous voulez. C'est comme si vous aviez, en fait, au départ, dans le projet initial, effectivement, on avait un projet qui venait, si vous voulez, ici vous avez 2 fenêtres, d'accord? C'est comme s'il y avait une 3e fenêtre, on venait là, donc vous auriez eu cette perspective-là, et il y avait 2 niveaux par-dessus, et il y avait, pour tout vous dire, un autre bâtiment qui était ici, il y avait un porche. C'était beaucoup plus dense, d'accord? Voilà. Après, ce dont il faut se rendre compte par rapport à un bâtiment de cette hauteur, vous me dites... Je comprends ce que vous dites. Ici, on a un bâtiment qui monte à R+12, mais surtout qui offre un pignon. Un pignon, si vous voulez, c'est évidemment le mur mitoyen, c'est un mur en attente de construction. Donc, si vous voulez, nous, ici, on fait un bâtiment qui vient... Alors, comme ce pignon, en fait, est au nord, vous faites un bâtiment qui a des façades sud. Donc, vous faites des bâtiments qui vont faire que les logements étudiants vont être très bien éclairés. Vous avez des grandes baies pour chacune des chambres, et vous aurez des chambres, d'ailleurs, qui, dans les angles, ont une double orientation, ce qui est encore mieux. Mais c'est surtout que vous offrez
une façade et pas un pignon. Un pignon, c'est pas une façade, si vous voulez, c'est un élément, c'est un mur plein. D'ailleurs, la preuve, vous l'avez vu, ce mur. Bon. Maintenant, vous avez un bâtiment avec une façade. Une façade, c'est un visage du bâtiment. Donc, il est quand même plus souriant, si vous voulez, que le pignon. Voilà, donc c'est une façon de compléter, si vous voulez, cette construction. Alors cette construction, elle a été réalisée dans les années 70, on ne pourrait plus la faire aujourd'hui, mais elle est déjà là, si vous voulez. Donc aujourd'hui, elle est déjà là, elle attendait qu'il se passe quelque chose sur son flanc, sur son pignon. Il ne se passe rien parce que les règlements ont changé, sauf qu'aujourd'hui, on vient le compléter. Mais qu'est-ce qu'il y a à la place aujourd'hui? Il n'y a rien aujourd'hui. Si je voulais, enfin, je veux dire, à la place du bâtiment qui est là. Oui. Non, il n'y a rien, il y a un pignon. Il y a un pignon. Je vais essayer de vous montrer une autre photo. L'immeuble qui est derrière, ça va faire quoi pour lui, cet immeuble blanc à gauche? Celui-là? Oui. En fait, celui-là, pour l'instant, ce que j'explique, c'est que ce bâtiment vient s'adosser à une façade de ce bâtiment-là, qui est un pignon, c'est-à-dire un mur plein. Oui. Pardon. Mais alors, la longueur de ce bâtiment? Non. Alors voilà. Ah, voilà. Le pignon, c'est celui-là, d'accord? Vous le voyez là. Ouais. Le bâtiment que nous faisons, c'est une surépaisseur, c'est-à-dire qu'il s'accroche là, il s'accroche là, il ne dépasse pas, si vous voulez. C'est vraiment dans le prolongement du pignon. C'est comme un épaississement, si vous voulez, du bâtiment originel. Il vient donc s'épaissir, mais il ne dépasse pas de part et d'autre. D'accord. Mais alors, la petite... Ça. Oui, c'est... Alors ça, on le conserve. Et c'est quoi? C'était l'annexe de ce bâtiment-là. Cette petite maison, c'était une maison de maître, on va dire, j'imagine, hein, si vous voulez. Et ça, c'était l'annexe de ce bâtiment. Et avant, il y avait la rue Letellier qui passait, donc c'était pavé, voilà, c'était assez joli. Voilà, bon. Aujourd'hui, vous voyez, là, on ne le voit pas bien, mais tout au bout, là où il y a la petite main, là, c'est là qu'il y a l'élément publicitaire qui annonce le garage. Oui. Et ça, c'est pas très gracieux quand même. Voilà. Bon, ensuite, ce bâtiment, on le conserve. On va, lui, en revanche, l'épaissir. Aujourd'hui, il est trop mince, si vous voulez, pour pouvoir abriter quoi que ce soit. C'était des annexes, c'était des bâtiments de service. Et donc aujourd'hui, il est habité d'ailleurs, hein, mais c'est très précaire, si vous voulez. Voilà. Donc aujourd'hui, on va le garder, on va l'épaissir. Mais le R10, il va se mettre dans le trou. Non, le R10, il ne va pas dépasser. Ça, c'est le R4. Si je reviens, c'est pas le évident. R10, il va être où? Est-ce que vous pouvez... Voilà. Dans cette photo, le R10, vous le mettez où avec votre flèche là? Alors, là. Mais alors, là. Cette annexe que vous allez reprendre, elle va devenir quoi? Elle devient un bâtiment à R4, parce que lui, il est plus bas, et qui prolonge comme ça jusque... On vient le doubler en épaisseur, si vous voulez. Je peux vous le remontrer en plan masse, peut-être. À la place de la verrière? Ah non, c'est pas une verrière, là. C'est avant la verrière. C'est avant la verrière. Là, vous avez les deux halles. Oui. Les deux halles. Ouais, les deux halles, elles prennent l'entièreté de l'emprise du fond de la parcelle. Ouais. D'accord? Nous, on vient raccourcir cette halle dans un coin. Et ici, là, vous voyez, il y a entre ces bâtiments-là, il y a un creux. Et ben, c'est là qu'on vient refaire un creux également qui répond aux creux, enfin disons aux cours, si vous voulez, qui sont côté rue Falampin. Et donc, on vient partager, si vous voulez, ce vide de part et d'autre d'un mur de mitoyenneté, si vous voulez. Mais voilà. Parce que sur la rue Falampin, vous avez pas mal de maisons qui ont des espèces de terrasses qui donnent, pour ainsi dire, sur cette verrière. Quid pour eux? C'est ce qu'on a essayé de montrer. On vous a montré en fait deux images en fait qui sont prises depuis ici et ici. Oui. C'est des images, je pourrais vous les remontrer. Oui. De l'autre côté, en fait, vous avez du côté rue, le bâtiment rue Falampin génère également des pignons côté de notre parcelle, enfin de la parcelle qui nous concerne. D'accord? Des pignons également, des murs pleins. Donc là, évidemment, nous, de toute façon, on ne monte pas plus haut que la plus haute des halles. Je suis bien d'accord, il y avait une halle plus petite. Oui. On est d'accord. Mais parce qu'en fait, le terrain est en pente. Bon. Et donc, il y a une halle qui est plus petite, mais en fait, c'est comme ça. Ils ont construit une première halle, puis une deuxième, et comme elle est plus haute, le terrain étant en pente, elle décolle un peu. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'effectivement, on prolonge le faîtage de la halle la plus haute. Je suis bien d'accord, mais c'est parce que ça nous permet de faire les deux niveaux dont on a besoin pour faire l'école. Il se trouve que la halle, elle n'a pas été pensée. L'école sera exactement là-dedans, dans ce volume-là, sauf que ce volume-là est évidé tout au bout et évidé dans son centre. D'accord. Et les logements étudiants dans le R10 et les logements étudiants ne seront qu'ici. Et d'ailleurs, ce que disait M. Philippe Goujon, les étudiants de la résidence étudiante ne sont pas forcément les étudiants qui vont travailler, qui vont étudier dans l'école. Oui, c'est totalement dissocié. On s'en fout.
Attendez, il y a un monsieur qui veut poser une question depuis tout à l'heure, là derrière. En fait, la parcelle fait 17 mètres par 100 mètres de long. 100 mètres de long, c'est la parcelle, hein, d'accord? Alors le R10, vous me demandez la longueur, la largeur de ce pignon. Ce pignon, il doit faire un bâtiment comme ça, il doit faire 13-14 mètres. Non, juste le pignon. Ah, il fait 20 mètres, désolé. Ça, voilà, ça fait 20 mètres, ce qui est très très profond pour un immeuble, parce qu'en fait, vous avez des petits balcons. C'est très profond. En général, un bâtiment de logement, comme ça, c'est plutôt entre 13 et 14 mètres. Mais bon, voilà, je suis surpris, mais ça fait... Et le R4, je peux vous le remonter en plan... Alors, voilà, si vous voulez, là, c'est un plan masse. Hein. Un plan masse, ça veut dire c'est un plan vue d'avion. Non, mais c'est pas facile, hein, je comprends. Mais ici, ce que vous avez là, vous voyez, ça vient s'adosser très exactement aux 20 mètres de large du bâtiment qui est à R plus 12. On est d'accord? Sachant que nous, on s'arrête à R plus 10. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, le petit coin en moins qu'on fait, il est là, d'accord? Et ça, c'est le R plus 4, qui est plus bas. Et le R plus 4, lui, ben, si ça fait 20 mètres, il doit faire 10 mètres. C'est la résidence étudiante également. Voilà. Ça, la maison aussi, la maison qu'on restaure, c'est de la résidence étudiante. En fait, résidence étudiante, c'est tout ça, et école, c'est tout le reste. Bon, très bien. Merci beaucoup. À vous, s'il vous plaît. Voilà. Votre question. Bon, alors moi, j'habite rue Falampin, au 8 rue Falampin, qui est une rue au trottoir très étroit. Alors, monsieur le maire, vous parliez de 500 étudiants, enfin bon, qui vont circuler de la station de métro Duplex au 13 rue de Lourmel, alors que les trottoirs sont très étroits. Donc, vous avez là une densification très importante. Alors, qui, moi j'ai beaucoup de mal, je marche avec une canne, j'ai beaucoup de mal à aller faire mes courses boulevard de Grenelle, là, en face de la station de métro Duplex, parce que les trottoirs sont très étroits. Alors, vous allez avoir un mouvement d'étudiants sans arrêt qui va beaucoup compliquer tous ceux qui, comme moi, vont faire leur course boulevard de Grenelle. Non. Et ça, donc, c'est un aspect négatif. D'autre part, vous parlez d'un immeuble, si j'ai bien compris, de 12 étages. Bon. Non, il fait 10 étages. 10 étages. 10 étages. Bon, alors c'est considérable, personnellement. Moi, je ne verrai plus le soleil puisque j'habite au premier étage. Bon. Mais c'est surtout la densification, le mouvement perpétuel d'étudiants et de gens comme moi qui vont faire les courses, là, boulevard de Grenelle. Voilà. Alors, bon, il y aura une possibilité, c'est de créer une rue piétonne, de faire que la rue de Lourmel, sur une partie tout au moins, soit une rue piétonne. Non. Alors, voilà. Écoutez, franchement, je pense qu'on n'a pas la bonne notion ici des quantités. On construit la Tour Triangle, la ville de Paris construit la Tour Triangle, je m'y suis opposé d'ailleurs, mais enfin la ville a quand même construit, 7000 personnes à l'intérieur, 7000 personnes. Les études qui ont été faites là-bas, ici, il n'y a même pas besoin d'études, 500, c'est presque rien. 7000 personnes, les études démontrent qu'il n'y a pas à augmenter du tout les lignes 8 et 12 du métro, les lignes de RATP et les trottoirs. Et il y a 7000 personnes qui vont travailler là-dedans tous les jours. Là, on est à 500 étudiants qui viennent pour prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures de cours, peut-être dans la journée, peut-être le soir, bref. Je ne pense pas que les courses, vous les fassiez le soir, ni même l'après-midi, mais enfin, peu importe, vous avez le droit de les faire quand vous voulez. Je dis simplement que ça ne se verra même pas. 500 étudiants, ça ne se voit pas. Excusez-moi, j'ai l'expérience. Depuis que je suis maire, on est passé de 0 à 35 000 étudiants. Est-ce que vous voyez vos rues infestées d'étudiants? Vous en avez partout. Alors,
Non, parce que madame, sur Beaugrenelle, vous avez 15 000 étudiants qui sont arrivés. Effectivement, ça fait beaucoup. Et on s'en réjouit d'ailleurs. Vous préféreriez avoir quoi sur cette dalle? D'accord? Non, mais la dalle Beaugrenelle, il y a 15 000 étudiants. C'est la même chose que 500. Et d'ailleurs, madame se plaint d'ailleurs, madame Baudot. Mais je dis simplement que 500 étudiants, vous ne les verrez même pas. C'est ça qu'il faut comprendre. Enfin, on voit ce que c'est. On gère. Moi, on a l'habitude de gérer les flux. Je sais quand il y a des gros flux à gérer, des flux importants. Je parle du campus Eiffel, effectivement, là, il y a 10-15 000 étudiants, c'est considérable. Et pourtant, je n'ai jamais vu d'empouillage de piétons, même rue Sextus Michel, hein, rue Moriot. Donc, c'est une inquiétude que vous ne devez pas avoir. Alors, après, la construction, c'est autre chose. 10 étages, effectivement, je considère que c'est beaucoup. Si on avait pu faire moins, déjà, on l'a fait baisser. Hein. Déjà, nous avons fait baisser. Sauf qu'il y a un modèle économique ensuite qui, effectivement, s'il n'y a pas ces 10 étages, le projet ne se fait pas. Mais sauf que le garage disparaît automatiquement, puisque, de toute façon, ce n'est pas moi qui ai décidé de vendre ce garage, hein, c'est son propriétaire qui le vend. Donc, on peut avoir là-dessus n'importe quoi. Je préfère avoir ce projet qu'un autre projet qui aurait pu se construire aussi et que nous n'aurions pas pu, malheureusement, ni valider, mais qui se serait construit quand même. Voilà. Bonjour. Ben, c'est normal, c'est moi qui ai le micro. Bonjour, j'habite au 9 rue Falampin. J'ai acheté à la dame qui était propriétaire de l'ensemble de ce terrain-là, pour la petite histoire. Ma question est surtout la partie paysagée green qui sera accessible, enfin, qui permet de rentrer à l'intérieur par le 13 de rue de l'Ourmel. Sera-t-elle complètement privée ou ouverte au public? Première question. Et deuxième, la cour intermédiaire, elle est faite pour les étudiants. J'imagine qu'elle est fermée par le premier bâtiment. Est-ce que il est prévu d'y faire les fiestas tous les soirs ou est-ce que c'est limité? Est-ce qu'il y aura des contraintes? Alors, sur la question de la gestion de l'allée, donc c'est une parcelle privée, donc elle sera de gestion privée. Et pour des questions de sécurité, effectivement, elle n'est pas destinée à accueillir du public. En revanche, il y aura une vraie percée visuelle et donc un agrément pour le passant, en plus de l'apport d'îlots de fraîcheur dont on parlait juste avant. Oui, c'est une question très importante que vous venez de poser, effectivement, parce que moi, mon souci, c'est qu'il n'y ait pas de rassemblement de jeunes ou de moins jeunes, ou de SDF, ou de je ne sais quoi, avec tout ce qui traîne dans le quartier, n'est-ce pas, qui s'implante là-bas. Donc c'est une impasse privée, avec un régime privé, avec une fermeture, mais une transparence, mais vous voyez, une fermeture. Donc ça, effectivement, moi j'y tiens particulièrement. Oui, et du coup, c'est la sécurité de l'école qui viendra fermer tous les soirs cette impasse pour pas qu'il y ait de mésusage, effectivement, comme le disait Monsieur le maire, le soir, par exemple. Au sein de la parcelle, non, compte tenu de la position de l'école, non, nous interdirons effectivement, bien évidemment, les fêtes, parce que ça risque de résonner un petit peu, compte tenu du fait qu'on est en cœur d'îlot, entouré de bâtiments d'habitation. Donc ça sera pris en compte, bien sûr, dans les accords que nous signerons avec l'école. De toute façon, ce genre de sujets sont suivis, je pense, par vos élus et leurs services. Toutes les écoles ne peuvent... Personne ne peut faire n'importe quoi sur sa parcelle privée, surtout quand il y a 500 personnes potentiellement sur le site. Le monsieur en vert, il a une question depuis tout à l'heure, j'imagine. Très rapidement, vous avez prévu des garages à vélo pour les étudiants et les résidents. Est-ce que vous avez prévu des emplacements pour les motos qui ne manqueront pas d'avoir, ou est-ce qu'ils risquent d'être garés sur les trottoirs à l'extérieur ? Alors clairement, les populations d'étudiants aujourd'hui ont rarement des motos ou des scooters. On parle plutôt de petits budgets et donc de modes de transport doux. La dame en noir là-bas. Oui, je voulais savoir, là, cet immeuble qui s'est construit contre notre immeuble, là j'habite au 11 rue Lourmel, il y a des fenêtres en verre à chaque étage de l'immeuble
contre lequel va se mettre ce nouvel immeuble. Que vont devenir ces fenêtres en verre à chaque étage? Et par ailleurs, il y a le bâtiment qui est déjà là à l'entrée du 13 rue Lourmel, il y a des fenêtres à l'arrière. Donc les gens vont voir comment. Que vont devenir ces fenêtres? Elles vont être bouchées, tout va être refait. Et puis de façon générale, cette architecture, si écologique soit-elle, va créer des nuisances et visuelles et sonores qui n'existaient pas avant. Les nuisances visuelles, c'est que pour le moment, quand on se met à son balcon, tout est obscur la nuit, il y aura des lumières, et pour le bruit, il va y avoir beaucoup plus de bruit qu'avant. Alors le garage peut-être fait du bruit, mais le garage, c'est une activité artisanale, ouvrière, une des dernières qui va disparaître de Paris. Et en faisant ce projet, que va-t-il rester de tout l'ensemble? Alors, concernant les nuisances et concernant cet immeuble qui grandit, qui va se coller contre les fenêtres, les fenestrons en verre, qu'est-ce qu'elles vont devenir, ces fenêtres? En fait, les fenêtres qui sont sur le pignon, c'est ce qu'on appelle des jours de souffrance. Donc ce ne sont pas des fenêtres. Oui, d'accord, oui. Donc si vous voulez... Oui, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Je sais, mais c'est le principe, si vous voulez. Vous allez boucher. Ben forcément, si on construit dessus, on va les boucher. C'est très bien, ça. Non, mais c'est pas... si vous voulez, c'est... Les jours de souffrance, c'est une habitabilité qui est permise tant qu'on n'a pas construit sur le pignon, puisque le pignon... c'est pour ça qu'on appelle ça un jour de souffrance. D'accord. Ça veut dire qu'on souffre un jour parce qu'on la perd. C'est ce qui se passe. Non, mais ce que je veux dire, je sais pas, mais si vous voulez, c'est pas des baies dites principales ou baies secondaires. Donc elles vont être bouchées. Elles vont être bouchées. Et que vont en penser ceux qui habitent derrière ces jours de souffrance? Bien sûr, mais c'est un dispositif, si vous voulez, qui est le dispositif, c'est le droit urbain, si vous voulez. C'est comme ça, vous avez un pignon. Un pignon, c'est un mur qui doit être... Vous n'avez pas le droit de regarder chez le voisin, vous saviez ça? Vous n'avez pas le droit d'avoir une baie qui regarde chez le voisin. Voilà, c'est pour ça que ce sont des baies avec du vitrage, en fait, qui sont opalescents, ou c'est des pavés de verre. Voilà. Donc ces baies-là apportent de la lumière, je vous l'accorde, mais aujourd'hui, si vous voulez, c'est ce qui est permis sur un pignon tant que le voisin n'a pas construit, mais vous ne pouvez pas obérer le droit à construire du voisin. Sinon, ça veut dire qu'à ce moment-là, je regarde chez le voisin, je transforme ça en vue principale et j'interdis à mon voisin de construire sur son terrain. C'est pas très, très juste non plus. Oui, bien sûr. Oui. Voilà. Et concernant les nuisances visuelles et sonores sur les du nuisances bâtiment, visuelles, du fait qu'on vient se coller contre un pignon. Un pignon, c'est un mur borgne, justement. C'est un mur qui ne voit pas. Mais concernant la verrière, la verrière, vous voyez bien, j'ai essayé de montrer des images, je peux vous les remontrer. On vient s'aligner sur le plus haut du faîtage. Donc, si vous voulez, ce que vous perdez, pour ceux qui sont effectivement au ras de ces verrières, ils vont perdre un tout petit peu pas de l'horizon, mais pas du verre. Hein. Alors, sur les nuisances sonores, c'est-à-dire, il y a les nuisances de chantier dont j'ai parlé. Un chantier fait toujours des nuisances, je vous l'accorde, mais ce qu'on essaie de mettre en place, c'est un système qui va faire le moins de nuisances possible. Et ensuite, les nuisances de l'usage, ça voudrait dire que, bon, les étudiants feraient du bruit, je sais pas, bon. Alors, moi, je pense qu'ils sont dans leur chambre. Il y a des baies qui sont parfaitement aux normes et qui permettent, une fois fermées, de répondre, si vous voulez, aux réglementations acoustiques. Donc il n'y a pas de raison que ça fasse beaucoup plus de bruit que d'autres gens. Hein. Si ça peut vous rassurer, nous avons quand même une douzaine de résidences étudiantes dans le 15e. Je n'ai aucune plainte du voisinage. Ces étudiants, ils travaillent dans la journée, ils sont là pour faire des études. Et quand ils sont dans leur chambre, c'est pour travailler, éventuellement recevoir une copine. Mais voilà, il n'y a pas de fiesta et d'orchestre de tam-tam dans les chambres. Hein. Oui, tout à l'heure, un monsieur a parlé de sa crainte de la densification des trottoirs dans la rue Lourmel. Et comme il y a un très beau projet de végétalisation de la rue Lourmel, est-ce qu'on ne pourrait pas en profiter pour élargir les trottoirs dans cette partie-là? Mais élargir les trottoirs, c'est forcément dire supprimer des places de stationnement. Donc c'est toujours le même problème. Il faut savoir, est-ce qu'on veut prioriser le piéton ou la voiture? Mais est-ce qu'on pourrait se pencher sur le problème de savoir s'il y a une possibilité d'élargir à cet endroit-là? Merci.
Alors, sur le projet que vous évoquez, effectivement, il a été présenté au dernier conseil de quartier en mars, donc il peut être revu en vidéo sur le site de la mairie du 15e. La rue de Lourmel, comme vous le savez, c'est une rue très, très longue, qui fait près de 2 km de long. Donc il y a un projet de végétalisation sur certains tronçons, sur 8 tronçons, tout au long de ces 2 km. Et sur la partie qui vous concernerait, donc entre la rue Juge et la rue Fondary, donc elle a été présentée, les remarques ont été formulées, l'association des commerçants a aussi formulé un certain nombre de remarques, et aujourd'hui il n'y a pas de nouveaux projets à présenter, et il n'y a pas non plus de calendrier de réalisation. Il y a d'autres tronçons de la rue de Lourmel qui sont bien plus concernés par ce projet que celui-là, où il n'y a pas beaucoup de modifications qui avaient été présentées, en tout cas en mars. Mais j'ai bien noté votre proposition. Merci. Nous habitons au 15 rue de Lourmel. C'est un petit immeuble de 3 étages. Et personnellement, j'habite au premier étage et j'avais une réverbération naturelle sur le pignon blanc l'après-midi qui éclairait mon appartement. C'était très agréable. Là, vous allez construire minimum 4 étages, voire 10, un peu plus de l'autre côté. Vous allez élargir juste en face de chez nous. Et donc, vous allez mettre des murs sombres, alors qu'on sait très bien que le blanc reflète le soleil. Est-ce qu'il ne serait pas possible, à défaut d'avoir un immeuble de 10 étages en face de chez nous, est-ce qu'il ne serait pas possible au moins d'avoir une couleur blanche? Pardon, excusez-moi, vous habitez au premier étage de cet immeuble-là, on est d'accord? Celui-là? Oui, du 15 rue. Oui, oui, tout à fait. Au premier étage, avec un petit jardin qui était magnifique et tranquille jusqu'à présent. Que vous donnez de l'autre côté? Oui, vous ne donnez pas absolument. sur rue? D'accord. Alors en fait, évidemment, la perspective ici ne montre pas, mais ici, vous avez également un pignon. Vous avez donc une façade aveugle. Donc votre logement... Pas du tout. Ah ben si. Ici, de ce côté-là, on peut... Ah oui, d'accord. Eh oui. Oui, d'accord. Oui, forcément. Donc vous aviez un pignon. Donc avant, vous aviez le pignon, effectivement, en face du 11. Mais nous, on est au 13. Donc le 13, il a aussi ce qu'on appelle un droit à construire. Et le droit à construire, il l'exerce pile poil, je dirais, sur le 12. Vous voyez, il y a un moment, bon. Après, ce que vous me dites, à savoir, là, sur cette image, ça paraît peut-être un peu sombre. L'idée, c'est de faire un beige très clair. Alors, c'est pas évident de trouver, parce que vous faites une image, ensuite, elle est, bon, peu importe. Ce qui est sûr, c'est qu'à un moment, il y aura un prototype. Alors, je peux pas m'engager complètement pour mon maître d'ouvrage, mais j'imagine que ce prototype, peut-être que la mairie souhaitera aussi être invitée, je ne sais pas, mais parce qu'on ne peut pas demander l'avis de tout le monde, vous comprenez bien, mais en tout cas, il sera vu, il sera vu en tout cas évidemment par notre maître d'ouvrage, il sera vu peut-être par les services de la mairie, il sera vu certainement aussi par la commission du Vieux Paris. La commission du Vieux Paris, vous connaissez peut-être, c'est une commission qui veille aussi, qui est intervenue beaucoup parce qu'il y avait l'idée de la préservation de ce petit immeuble qui n'est pas classé en tant que tel, mais qui a quand même une identité architecturale qu'il fallait maintenir. D'accord ? Donc c'est ce on s'est appliqué et employé à faire. Voilà. Aujourd'hui, donc il y a quand même beaucoup de gens qui regardent aussi l'aspect architectural de ce bâtiment. Nous, on veut être le plus sobre possible. Parce que ça va, je pense qu'on a pas mal d'écriture architecturale. Quand vous regardez ici, vous voyez, c'est pas évident, on vous dit vous intégrer, vous avez un immeuble des années 70, vous avez un bâtiment du 18e, et ici vous avez un bâtiment des années 80. Pas facile, hein? Donc nous, on dit un bâtiment neutre, le plus neutre possible, si vous voulez. Oui, mais je pense que c'est notre immeuble qui sera le plus pénalisé par cette construction, et de loin. Le plus pénalisant ou le plus pénalisé? Le plus pénalisé, puisque, je vous dis encore une fois, on avait le soleil qu'on voyait à l'est se lever à l'est, et là, on va être complètement bouché. J'espère. Mais la réverbération sur l'immeuble, on l'aura plus. Ils sont conservés, ils sont là. Alors, c'est lesquels? En fait, ici, dans ce petit immeuble, vous avez deux tout petits commerces.
Alors, je ne vous garantis pas que ce sont ces commerces-là qui vont rester. Oui, non, mais bon. Mais les 2 commerces sont conservés parce que justement le PLU, enfin le règlement urbain, nous demande de conserver une activité commerciale sur cette rue et de conserver le nombre de commerces qu'il y avait. Alors ce sont 2 tout petits commerces, mais il y aura 2 tout petits commerces. D'accord, donc il n'y a pas de suppression de commerce. Non. Ok, j'ai mal compris. Bonsoir, j'ai 2 petites questions pratiques. Première question, vous avez dit que vous n'aviez pas encore de preneur. Si demain aucune école ne vous suit, que deviennent les locaux? Première question. Deuxième question, j'habite au 8 rue Falampin. Nous avions un projet de ravalement qui devait être fait en 2024. L'architecte qui suivait nos travaux nous a dit « Vous ne pouvez pas le faire en 2024. Il n'y aura aucun échafaudage autorisé pendant les Jeux Olympiques. » Or, vous venez de nous dire que vous lancez les travaux en 2024. Alors déjà, moi je peux répondre à la première question. Nous sommes assaillis de demandes à la mairie, et pas seulement d'ailleurs, d'établissements d'enseignement supérieur qui souhaitent s'implanter dans le 15e. L'attractivité du 15e, tant mieux. Mais donc il y a des listes qui sont assez nombreuses, donc de toutes sortes d'ailleurs. Des écoles de 10 personnes, de 1000 personnes, enfin on a beaucoup de demandes d'implantation, à tel point que sur l'opération Montparnasse, qui est une restructuration de tout le quartier Montparnasse sur 9 hectares, entre la rue de Rennes et l'avenue du Maine, la tour qui va être déconstruite, reconstruite, etc., et tout autour, nous avions un projet de campus universitaire. Vous voyez, donc, mais qui ne peut pas se faire pour différentes raisons, qui ne se fera pas, mais néanmoins, il y aura aussi là-bas des établissements d'enseignement supérieur. Là, 500 personnes, c'est un tout petit établissement d'enseignement supérieur, 500 élèves. C'est tout petit, donc effectivement, nous avons beaucoup de demandes. Sur la deuxième question... Oui, vous nous posez une question sur le calendrier de travaux. Donc effectivement, notre calendrier stipule que nous allons démarrer les travaux en juillet 2024. Les travaux vont démarrer par une phase qui va être assez longue de ce qu'on appelle la déconstruction. Et comme Jean l'a précisé, on va réemployer un certain nombre d'éléments. Donc on va avoir une phase assez longue et assez chirurgicale de déconstruction des éléments un par un, les tuiles pour ne pas les abîmer, les pavés pour les enlever délicatement, etc. Donc on ne va pas sortir effectivement la grosse artillerie pendant la période des JO parce que d'une part, comme vous l'avez dit, on ne va pas ajouter des nuisances aux contraintes qu'il y aura à ce moment-là, que ça n'est pas dans notre intérêt ni dans celui du quartier, mais surtout parce que la première phase du chantier va être délicate et lorsque la deuxième phase du chantier interviendra, c'est-à-dire la construction de l'immeuble, de la partie neuve du site, les JO seront derrière nous. Je rappelle que pour des contraintes d'intendance, ce conseil se terminera à 21h pile. Donc je vous laisse encore quelques instants pour poser les dernières questions. Oui. Oui. Oui, à Next City, la question au niveau pollution. Quand il y a un garage, donc on s'attend à ce qu'il y ait des pollutions de différentes, des huiles, etc. Qu'est-ce que vous attendez à trouver et quel type de travail de dépollution allez-vous faire ? Eh bien, on s'attend à trouver, on espère qu'on n'en trouvera pas, mais il y a toujours effectivement un petit peu d'huile et d'hydrocarbures de fuite, quand bien même les dalles sont censées être imperméables sur le site. Donc on s'attend à en trouver un petit peu. On a déjà fait des premiers sondages et on aura une méthodologie de dépollution. Pour l'instant, il n'y a pas d'alerte qui nous conduirait à avoir un chantier avec une conduite particulière ou des interventions de dépollution particulières. Là, il s'agit d'enlever deux, trois poches de pollution qui sont en surface. Donc, on ne parle pas d'intervention lourde ou quoi que ce soit. C'est un coup de pelle et la terre polluée est partie. Voilà. Oui. Quelle longueur le bâtiment de 10 étages en profondeur? 20 mètres. Pas plus que le pignon. Non, on a dit 12 fois. On l'a dit 20 mètres. Ça n'a pas changé depuis tout à l'heure, il fait 20 mètres.
ces 20 mètres, c'est simplement sur le pignon du 11 rue de l'Ourmel, sur cet immeuble. Ça ne déborde pas au-delà. Cela ne déborde pas au-delà de l'immeuble du 11 rue de l'Ourmel. Ce n'est que sur le pignon. Au-delà, il y a un R+4, c'est ça. Et qui fait combien d'étages, celui-là? 4. 4, d'accord. Ok. Donc, ça est une nuisance. Alors, En complément, s'il vous plaît, on a parlé de la longueur, donc une vingtaine de mètres. Quelle est la profondeur que vous ajoutez en l'accolant au pignon? Ça, en termes de volume, quelle est l'estimation de la profondeur que vous ajoutez, que vous accoleriez à ce pignon de 12 étages? L'épaisseur. L'épaisseur, si vous voulez. L'épaisseur, ça va faire, je vous montre là, ça va faire 11 mètres. Vous voyez, dans ce sens-là, c'est pour ça que je dis 11 mètres. Vous voyez, 20 mètres de long, 11 mètres de large, ce qui fait que le bâtiment R+4, il va faire 11 mètres par 11 mètres également. Et aujourd'hui, et donc c'est ce bâtiment-là, R+4, devant lequel il y a une rangée d'arbres actuellement. Il y a un arbre. Un arbre ne fait pas une rangée. Je suis d'accord avec vous, c'est un arbre. Croyez-moi. Bon. Non, mais un arbre, c'est un arbre. On est bien donc d'accord. vous ajoutez là aussi une profondeur de 11 mètres sur le R4. Non, en fait, le bâtiment actuellement, il fait 7 mètres, je dirais, et on rajoute 4 mètres. D'accord. Où peut-on, donc merci pour cette précision, où peut-on consulter le dossier que vous nous avez présenté avec un luxe d'informations, mais voilà, étant au fond de la salle, j'en ai saisi l'essentiel, mais pas les détails. Donc où peut-on consulter plus précisément tous ces éléments? Alors, je ne sais pas s'il y a un compte-rendu qui est réalisé. Il y a mieux qu'un compte-rendu, il y a une retransmission vidéo qui sera dès demain sur le site de la mairie du 15e. Il y a une D'accord, donc tous les plans, avec tous les plans, c'est les slides qui sont intéressants de creuser. Non, je ne pense pas que les plans, enfin, il faudra zoomer sur le compte-rendu vidéo, mais ça risque de mal rendre. À moyen terme, une fois le permis instruit, il sera disponible en mairie pour être étudié par tous les riverains qui souhaiteraient le regarder. Non mais, attendez. Non mais écoutez, Madame Baudot, ne faites pas comme si vous ne saviez pas les règles. Nous n'avons pas de service d'urbanisme en mairie d'arrondissement. Il y a 0 service d'urbanisme dans les mairies d'arrondissement. Donc c'est à la direction de l'urbanisme de la mairie de Paris qu'il faut se renseigner, au service du permis de construire. Vous pourrez consulter le permis de construire quand il sera déposé. C'est là qu'il faut aller. Mais c'est comme ça. Hein. Oui, c'est pas comme ça dans tout Paris. Hein. Mais ça, monsieur le maire, nous le savions, puisque nous-mêmes, Surtout on a vous. demandé, non, mais on avait demandé qu'une antenne des services d'architecture soit dans chaque Mais oui, mairie. voilà, Bon, mais on l'a vous pas. n'avez Mais pas obtenu satisfaction, moi non plus. Moi, j'attire l'attention de tous ceux qui sont là. Bon, on nous montre des choses. C'est pas des choses, c'est des plans de Oui, mais c'est l'urbanisme. des plans, mais un peu rapides. Et quand on est vous loin, pouvez y c'est pas passer, évident. C'est pas évident. Mais simplement, à quel moment le permis va être déposé? Alors, il vient d'être déposé et son instruction va prendre quelques temps, je pense. Il y aura des pièces complémentaires qui seront probablement demandées. Donc, je ne saurais pas vous dire quand est-ce que l'instruction va se finir. D'expérience, ça prend... Le délai légal, c'est 8 mois. Bon, on prend une dernière question, parce que je pense très sincèrement qu'on a fait vraiment un tour très intéressant de la question. Moi, je ne pense pas, parce que j'aimerais m'adresser à monsieur le maire. Monsieur le maire. Mais attendez, je vais donner d'abord la parole au monsieur qui demande la parole depuis tout à l'heure pour clore les questions, Moi aussi, et on monsieur. terminera par votre remarque. Oui. Aucune construction ne se fait dans Paris sans l'avis de la commission de sécurité qui regroupe la brigade des sapeurs-pompiers, la préfecture de police, tout un tas Parce d'organismes. qu'il faut quand même une sacrée largeur. Pour Non mais, monsieur, vous imaginez bien qu'il n'y a aucun bâtiment qui se construit dans Paris sans l'avis de la brigade des sapeurs-pompiers et de la préfecture de police. En général, il faut un demi-tour aussi. Mais, écoutez, il y a une commission de la brigade des sapeurs-pompiers qui étudie tous les dossiers d'urbanisme, sans exception, et même les dossiers de voirie. Donc, voilà.
Non, je vous rassure, ce point a été étudié. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails des principes de sécurité du bâtiment, mais je vous assure que c'était regardé avec beaucoup d'attention. Je crois qu'on ne prendrait aucun risque avec ça, ni nous architectes, ni Nexity, ni personne. Merci. Donc, le monsieur qui voulait clore le débat, il avait une question. Est-ce qu'il peut se lever Il est où? Oui. Monsieur le maire, je vous ai écrit une longue lettre auquel vous ne m'avez pas répondu. Vous disiez dans le Lyon Mag de février-mars, je vous cite, alors que la priorité est à la lutte contre le réchauffement climatique, la densification nourrit également nos craintes. Les constructions étant souvent réalisées au détriment des espaces verts et dénaturent l'esprit faubourien qui fait le charme de bon nombre de nos quartiers. Alors je reviens. Je confirme. Hein. Oui. Alors justement. Je confirme. Là, vous avez un garage. Hein, c'est pas le charme de nos quartiers. Mais pour moi, c'est ce qui fait partie du charme faubourien de nos quartiers, monsieur. Le charme faubourien, un garage qui. Bon, d'accord. Ben, on n'a pas la même conception du charme des quartiers. Certainement, alors, hein. mais oui, mais surtout que là, on va vous faire de la pleine terre avec des arbres et de la végétation. Sûr, donc, si vous préférez un garage, c'est votre avis, mais c'est pas le mien. Hein. Je suis désolé d'être en totale opposition avec vous. Bien entendu. Deuxièmement, je trouve que nous n'avons pas du tout été consultés pour ce projet et je trouve ça regrettable que nous ne fassions pas partie des instances de décision et des réflexions concernant ce projet. Donc, nous vous demandons, pour la suite de ce projet, de faire partie de l'instance de décision et de réflexion pour ce projet. Là, vous y êtes, hein, c'est le conseil de quartier. Non, mais le conseil de ça quartier... ne suffit pas, monsieur le maire. Non, mais on peut établir... Ça a été décidé sans que nous soyons informés. C'est moi qui me suis informé pour arriver à trouver quelques informations et faire venir du monde. Et nous sommes informés en dernier, alors que nous sommes les premiers concernés. Et j'ajoute que le point de vue du riverain, ce n'est pas le point de vue du maire ou celui de l'architecte. Voilà. Donc je redemande. Oui, on a compris. Non, je recommence, monsieur. Nous demandons à faire partie de l'instance de décision concernant ce projet. L'instance de décision, je vais vous dire quelle est-elle. C'est la maire de Paris. C'est la maire de Paris qui, seule, dans la loi... Oui, monsieur. Mais puisque vous voulez... Mais vous aussi, monsieur le maire, vous faites partie de l'instance de décision. Vous me permettez de répondre? Oui, je vous en... Alors, merci, vous rendez le micro à madame, s'il vous plaît. Mais vous le gardez, monsieur le maire. Oui, parce que... faites-vous élire maire, et puis vous serez à ma place, comme ça, vous pourrez décider. Je dis simplement que les permis de construire, puisqu'il faut vous en informer peut-être, sont délivrés par la maire de Paris. Et elle seule, en respect des règlements d'urbanisme. Les maires d'arrondissement expriment un avis, sont consultés sur les permis de construire, sont consultés. Et ils n'ont pas de service d'urbanisme. Donc moi, je me réfère au service d'urbanisme de la ville de Paris. Et évidemment, je donne un avis, et c'est mon travail, et j'y passe beaucoup d'heures, à savoir étudier les permis de construire avec ma collègue qui est mon adjointe chargée d'urbanisme, et ensuite recevoir les urbanistes, les architectes, etc. Et ensuite, nous proposons un projet, quand il est prêt, au conseil de quartier, qui ne sont pas des instances décisionnelles non plus, ce sont des instances de concertation. Moi, je vais donner un avis, même si je donne un avis défavorable sur ce permis de construire, la maire de Paris peut donner un avis favorable. Elle est tout à fait en position de le faire. Il n'y a pas d'instance de décision autre que la maire de Paris. Mais il n'y a rien, il y a études. Mais il y a études par les services de l'urbanisme de la ville de Paris qui vont mettre 8 mois ou 6 mois ou 3 mois à étudier le projet, peut-être moins j'espère pour vous, enfin au moins 3 mois quand même, et qui ensuite vont me solliciter pour un avis. Voilà, et cet avis, je vais le rendre en fonction de ce que je crois être utile pour le quartier et aussi des observations qui ont été émises ici. Et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas obligé de le faire d'ailleurs, mais qu'il y a une réunion du conseil de quartier avant que je sois même saisi du permis de construire, ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement. Donc voilà, je pense qu'on est au bout du bout là. Oui, juste, Monsieur Battini, juste pour vous confirmer, votre courrier a bien été reçu le 21 mai, vous me l'avez envoyé, vous l'avez envoyé à Madame de Clermont-Tonnerre, on y a répondu le lendemain, donc, et on vous a envoyé plusieurs mails avec notamment les simulations que vous avez vues là pour voir quel était le changement sur la vue depuis votre, je crois, depuis votre appartement. Donc je vais clore ce conseil de quartier qui effectivement est une instance de concertation, et on a pu le voir ce soir, vous avez pu toutes vous exprimer et donner votre avis. Mais il est vrai que dans une ville, le pouvoir
la décision revient à un conseil municipal que les habitants élisent, et par là même, en l'élisant, lui confère finalement le pouvoir de décider. C'est lui qui décide. Voilà. Et en l'occurrence, à Paris, effectivement, c'est la maire de Paris qui décide de pas mal de choses, principalement, et de la majorité des choses. Donc merci beaucoup d'avoir été là si nombreux. Je vous souhaite un bel été et une très belle soirée. Merci.